Bonjour à tous. Écrivez en commentaire d'où vous venez. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Bonne écoute. On ne peut pas laver une race pourrie avec de l'eau, cracha la belle-mère quand Gracia sortit de la douche. Juste après, son mari déchira leur album de mariage et la jeta dehors en simple serviette. Mais il ne savait pas que son frère, le propriétaire de l'entreprise de son mari, arrivait justement devant la maison. En la voyant dans cet état, il sortit de sa voiture en silence. Ce que le frère fit ensuite. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à ce cauchemar, il faut revenir une heure plus tôt, ce matin-là, qui ne semblait pas différent de tant d'autres. La matinée avait commencé comme d'habitude. Gracia s'était réveillée sous un rayon de soleil obstiné, passé à travers l'interstice des rideaux. Stéphane ne dormait déjà plus. Il était assis au bord du lit, le dos tourné vers elle, regardant fixement par la fenêtre. Cela arrivait souvent. Il se levait tôt, perdu dans ses réflexions, généralement liées au travail. Gracia ne l'interrompait jamais dans ces moments-là. Un homme doit régler ses problèmes lui-même. Elle se leva doucement, enfila son peignoir et partit à la cuisine préparer le café. Après 15 ans de mariage, leur vie était devenue un mécanisme bien rodé. Gracia dirigeait le centre de loisirs de la ville. Un travail stressant, mais qu'elle aimait. Stéphane était cadre supérieur dans une grande entreprise de construction. Une entreprise qui, par un heureux hasard, appartenait à son frère aîné, Damian. Toute la famille en tirait une grande fierté, surtout la belle-mère, Catalina. Elle ne manquait jamais une occasion de rappeler dans quelle société prestigieuse travaillait son fils. La cuisine sentait encore la pâtisserie de la veille. Gracia sourit. Elle aimait leur appartement. Chaque objet avait été choisi par elle avec soin et tendresse. Ce tableau avec les tournesols. Ces tasses à pois amusantes. C'était son univers, sa forteresse. Stéphane entra dans la cuisine alors que le café était prêt. Il s'assit sans un mot. Son visage était gris, tendu. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» demanda Gracia en posant la tasse devant lui. Il leva lentement les yeux vers elle. Son regard était lourd, étranger. « Tout va bien » répondit-il d'une voix plate, sans vie. À ce moment-là, on sonna à la porte. Avec insistance, presque avec exigence. Gracia soupira. Ça ne pouvait être qu'elle. Catalina. La belle-mère avait l'habitude de débarquer sans prévenir, surtout le matin. Comme pour vérifier si sa belle-fille tenait bien son rôle de maîtresse de maison. Stéphane sursauta au son de la sonnette. Il jeta un regard vers la porte, puis vers Gracia, et dans ses yeux passa quelque chose d'étrange. Presque de la peur. Mais ce ne fut qu'une seconde. Il remit vite son masque d'indifférence. Gracia ouvrit la porte. Catalina se tenait là, serrant un sac de muffins dans ses mains. Son visage affichait, comme toujours, une grimace de sévérité bienveillante. « Tiens, j'ai fait des gâteaux. Vous devez encore manger tes cochonneries de supermarché » lança-t-elle en entrant dans l'appartement sans même dire bonjour. Gracia referma la porte en silence. Elle y était habituée. À ses reproches constants, à ce ton qui la traitait comme une gamine paresseuse et non comme une femme adulte respectée. Elle supportait. Pour Stéphane. Pour la paix dans la famille. Catalina entra dans la cuisine, vit son fils et s'adoucit aussitôt dans un sourire maternel. « Stéphane, mon chéri, pourquoi tu es si pâle ? Elle ne te nourrit donc pas du tout ?» Stéphane ne répondit rien, détournant seulement le regard. L'air dans la cuisine s'épaissit. Gracia sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose clochait. Ce n'était pas le simple ronchonnement habituel de sa belle-mère. Il y avait dans l'air quelque chose de sombre, d'oppressant. « Je vais prendre une douche » dit Gracia, juste pour s'échapper de la pièce. Elle se réfugia dans la salle de bain, ferma la porte et s'y adossa. Son cœur battait fort. Que se passait-il? Pourquoi Stéphane se comportait-il ainsi? Pourquoi Catalina la regardait-elle comme si elle avait commis un crime? Elle ouvrit l'eau, espérant que la chaleur de la douche emporte cette sensation collante et désagréable. Les yeux fermés, elle tenta de se convaincre qu'elle exagérait. Son mari avait des soucis au travail, sa belle-mère était, comme toujours, de mauvaise humeur. Dans quelques minutes, tout redeviendrait normal. Comme elle se trompait. Quand elle ferma l'eau et tendit la main vers sa serviette, elle comprit qu'elle n'était pas seule.
La porte était entr'ouverte. Dans l'embrasure se tenait Catalina. Elle ne disait rien. Elle la fixait. Et dans ses yeux brûlait une haine glaciale, si intense que Gracia en perdit le souffle. Elle s'enroula rapidement dans une grande serviette éponge, se sentant totalement vulnérable. « Que voulez-vous, Catalina ?» Sa voix tremblait. La belle-mère fit un pas en avant. Ses lèvres se tordirent en un rictus cruel. Puis elle prononça ces mots. Lentement, avec délice, crachant chaque syllabe comme du poison. « On ne peut pas laver une race pourrie avec de l'eau. » Gracia resta figée. Son esprit refusait d'en saisir le sens. Race pourrie? De quoi parlait-elle? Ce n'était plus un simple reproche. C'était au-delà. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Stéphane apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était déformé par la rage. Une rage froide, distante, plus effrayante que n'importe quel cri. Il ne regardait pas Gracia. Son regard se fixa sur le mur du couloir, là où était accrochée une grande photo de leur mariage. Il fit un pas, arracha le cadre. Le verre éclata au sol. Puis il commença à déchirer. Il sortit dessous le verre brisé leur portrait principal, celui où il souriait, jeune et heureux, et le déchira avec une fureur bestiale. Une fois. 2 fois. Encore. Il déchiquetait leurs visages, leurs étreintes, leurs souvenirs communs, réduisant tout en morceaux dérisoires. Gracia resta immobile, tétanisée, dans sa serviette, regardant cette folie. Sa gorge était nouée, aucun son ne sortait. Ça ne pouvait pas être réel. C'était un cauchemar absurde. Quand la dernière photo fut détruite, Stéphane se tourna vers elle. Ses yeux étaient vides. Il l'attrapa par l'épaule, brutalement, douloureusement. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau mouillée. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais, Stéphane » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il la traîna simplement. Le long du couloir, parmi les éclats de verre et les photos déchirées, jusqu'à la porte d'entrée. Catalina restait sur le côté, observant la scène avec une expression de profonde satisfaction. Stéphane ouvrit la porte donnant sur la cage d'escalier, puis la lourde porte de l'immeuble. L'air du matin était frais. Il fouetta la peau nue de Gracia, la faisant frissonner. Il la poussa dehors. Simplement, il la jeta de force hors de l'immeuble, dans la cour, sous les yeux de tout le monde. Elle trébucha sur le seuil et manqua de tomber, réussissant à peine à garder l'équilibre sur l'asphalte froid. La porte claqua derrière elle. Le verrou grinça. Et la voilà. Debout, au milieu de la cour de leur immeuble de 9 étages. Dans une simple serviette de bain qui couvrait à peine son corps. Pieds nus. Les cheveux mouillés, d'où tombaient encore des gouttes glacées sur ses épaules. Humiliée. Piétinée. Jetée hors de sa propre vie comme un déchet inutile. Elle leva les yeux. À la fenêtre de leur appartement, au 3e étage, se tenaient 2 silhouettes. Son mari et sa belle-mère. Il la fixait. Immobile. Comme devant un spectacle qui leur plaisait énormément. La honte était insupportable. Elle brûlait comme du feu. Gracia avait l'impression que toutes les fenêtres la regardaient. Que derrière chaque rideau se cachaient les yeux curieux des voisins. Elle voulait disparaître, se volatiliser, s'effacer. Elle serrait nerveusement les bords de sa serviette. Ses mains tremblaient, de froid ou de choc. Sur l'asphalte, près de l'entrée, gisait un morceau de photo, son visage souriant. Et c'est à ce moment-là, au plus fort de son désespoir et de sa honte, qu'elle entendit un bruit familier de moteur. Une voiture noire et brillante entra lentement dans la cour. La voiture de son frère. Son cœur se serra. Pas lui. Pitié, pas Damian. Il ne devait pas la voir ainsi. La voiture s'arrêta à quelques mètres d'elle. La portière côté conducteur s'ouvrit, et Damian en sortit. Il portait son costume habituel, parfaitement repassé, strict. Il referma la porte, et son regard se posa sur elle. Son visage resta impassible. Ni surprise, ni colère, ni pitié. Juste un masque de pierre. Il observa calmement, méthodiquement, toute la scène. D'abord elle, tremblante, en serviette. Puis les photos déchirées éparpillées devant l'entrée. Enfin, il leva les yeux vers la fenêtre du 3e étage, où se tenaient encore Stéphane et Catalina. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde.
Gracia s'attendait à tout, qu'il se précipite vers elle, qu'il crie, qu'il pose des questions. Mais il ne fit rien de tout ça. En silence, d'un pas lent et assuré, il se dirigea vers l'entrée. Il passa si près d'elle qu'elle sentit l'odeur de son parfum. Il ne la regarda pas. Son but était ailleurs, à l'intérieur. Il appuya sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Damien entra. Pour Gracia, le temps s'arrêta. Elle resta figée, incapable de bouger. Que se passait-il là-dedans? Que leur disait-il? Elle s'attendait à des cris, à des bruits de lutte. Mais rien. Pas un son. Ce silence était pire que tout. Une minute passa. Peut-être deux. Une éternité. La porte s'ouvrit de nouveau, et Damien réapparut. Toujours ce visage de pierre. Il s'approcha d'elle, retira sa veste de costume sombre et la posa sur ses épaules. Le tissu était chaud. Il ne dit rien, la fit simplement pivoter et la guida vers la voiture. Il ouvrit la portière passager, l'aida à s'asseoir, referma. Contourna la voiture et prit place au volant. Et seulement alors, avant de démarrer, il la regarda et dit doucement, presque sans émotion. Il est viré à partir de maintenant. Gracia acquiesça. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps jaillirent enfin. Viré. C'était juste. C'était déjà quelque chose. Mais ça ne pouvait effacer l'humiliation qu'elle venait de subir. Damien mit le contact. Mais avant de partir, il ajouta, les yeux fixés droit devant lui, sur la fenêtre où la silhouette pâle de Stéphane se tenait encore. Sa voix était encore plus basse, mais dure comme l'acier. Et ce n'est pas tout. Je viens de lui annoncer que notre projet commun, dans lequel il a investi tout son argent et le mien depuis 5 ans, est liquidé. Les papiers seront déposés avant ce soir. C'est une faillite personnelle totale. Il ne lui restera rien. Les mots de son frère sur la faillite de Stéphane résonnèrent dans le silence assourdissant de l'habitacle. Gracia le regardait, sans tout comprendre. Elle était reconnaissante, infiniment reconnaissante, mais cette nouvelle, cette vengeance ne lui apportait pas de soulagement. La douleur était trop profonde, trop intime. L'argent, le travail, tout cela semblait dérisoire comparé à ce qu'elle ressentait, à ce sentiment d'avoir été piétinée, anéantie. La voiture démarra doucement, quittant la cour qui, une minute plus tôt, avait été la scène de son humiliation publique. Gracia se blottit dans la veste de Damien, respirant l'odeur familière de son parfum. Elle regardait par la fenêtre les immeubles, les magasins, les passants pressés. La vie normale du matin. Et sa propre vie venait d'exploser en morceaux. Damien resta silencieux tout le trajet. Il ne posa pas de questions, n'offrit pas de consolation. Il conduisait, les mains crispées sur le volant. Dans ce silence, il y avait plus de soutien que dans 1000 paroles creuses. Il était là. Et c'était suffisant. Son appartement les accueillit avec sa fraîcheur et son ordre parfait. Un grand loft de célibataire, avec d'immenses baies vitrées donnant sur la ville. Tout était à sa place, pas un grain de poussière. Cet ordre stérile contrastait brutalement avec le chaos qui régnait dans son âme. Va prendre une douche. Dans l'armoire de la chambre, tu trouveras des vêtements. Un survêtement, un pull, ce que tu veux. Je vais faire du thé. Sa voix était posée, pragmatique. Il ne la cajolait pas, il ne la plaignait pas. Il réglait le problème. Étape par étape. La première était de la mettre à l'abri et de lui redonner un peu de chaleur. Gracia hocha la tête en silence et alla dans la salle de bain. L'eau chaude ruisselait de nouveau sur ses épaules, mais cette fois, elle n'apportait aucun soulagement. Elle se lavait mécaniquement, comme si elle voulait enlever non seulement le froid, mais aussi cette onde collante. Dans sa tête résonnaient encore et encore les mots de Catalina, ta race pourrie. Qu'est-ce que ça voulait dire? D'où venait cette haine? Pourquoi? 15 ans qu'elle était une belle fille exemplaire. Elle avait supporté toutes les piques, arrondi tous les angles. Et voilà la récompense. En sortant de la douche, elle trouva dans l'armoire de son frère un survêtement gris. Il était trop grand pour elle, mais ce côté ample avait quelque chose de réconfortant, de protecteur. Dans la cuisine, l'attendaient du thé et une assiette de biscuits. Damien était assis dans un fauteuil, le regard fixé sur son téléphone. En la voyant, il posa l'appareil. Assieds-toi, bois. Gracia s'assit sur le canapé,
prit la tasse. Ses doigts tremblaient encore. Ils restèrent quelques minutes en silence. Le choc commençait à passer. Mais une autre vague montait à sa place. Froide, claire. La colère. Et avec elle, un besoin brûlant de réponse. On l'avait jetée dehors. Son mari, après 15 ans de vie commune, avait mis en pièces leur histoire. Elle avait le droit de savoir pourquoi. « Je dois y retourner », dit-elle d'une voix calme, mais ferme. Damien leva les yeux vers elle. « Pourquoi ? Récupérer tes affaires ? Je vais envoyer des gens, ils s'occuperont de tout. Tu n'as plus à les voir. » Non, secoua-t-elle la tête. La tasse ne tremblait plus entre ses mains. « Je n'ai pas besoin des affaires. J'ai besoin d'une réponse. Je veux qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise pourquoi. » Gracia, tu l'as vu ? Tu crois vraiment qu'il est capable d'une conversation normale ? Peu importe. Je ne peux pas juste rester assise ici à boire du thé alors que ma vie vient de s'écrouler. Je dois comprendre la raison de tout ça. Elle le regardait avec supplication, mais il n'y avait plus de faiblesse dans ses yeux. Il y avait de la détermination. Damien la fixa longtemps, puis poussa un profond soupir. Il avait compris. Compris qu'elle ne se calmerait pas tant qu'elle ne l'aurait pas fait. Il était pareil. D'accord, dit-il en se levant. Je t'y conduis. Mais je t'attendrai dans la voiture. Si tu n'es pas sorti dans 10 minutes, je monte. C'était convenu. Le chemin du retour sembla encore plus long. Gracia regardait par la fenêtre sans vraiment voir les rues. Elle repassait en boucle le futur face à face. Que lui dirait-elle ? Elle allait crier ? Pleurer ? Exiger ? Non. Elle serait calme. Elle poserait juste une question, pourquoi ? Quand ils arrivèrent devant leur immeuble, la cour était vide. La voiture de Damien se gara au même endroit qu'une heure plus tôt. 10 minutes, rappela-t-il. Gracia hocha la tête, sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée. Ses jambes étaient lourdes, mais elle se força à marcher droit, la tête haute. La porte de l'immeuble n'était pas verrouillée. Dans le hall, les éclats de verre et les morceaux de photos traînaient toujours. Personne n'avait rien nettoyé. Elle monta à son étage. La porte de leur appartement était entr'ouverte. Son cœur s'emballa. Elle la poussa et entra. Un silence de plomb régnait. Le couloir était toujours en désordre. Elle avança vers le salon. Stéphane était assis sur le canapé, voûté, la tête entre les mains. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en une heure. Son visage était presque verdâtre, les joues creusées. Il entendit ses pas mais ne leva pas la tête. Une défaite totale. Catalina n'était nulle part. Sans doute partie, laissant son fils seul face aux conséquences de leur triomphe commun. Stéphane. Il sursauta en entendant sa voix, mais continua à éviter son regard. « Je veux savoir pourquoi », dit Gracia d'un ton égal, sans émotion. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi vous m'avez traité comme ça ?» Il se taisait. Ses épaules tressautèrent faiblement. « Regarde-moi », exigea-t-elle. 15 ans ? Et tu ne peux pas juste te taire. Dis-moi ce que signifient les mots de ta mère, cette histoire de race pourrie. Lentement, avec un effort visible, il détacha ses mains de son visage. Mais ses yeux restèrent baissés. Son regard restait fixé au sol. Il tâtonna à côté de lui, trouva quelque chose, se leva et s'approcha de la table basse. Il y jeta simplement une feuille jaunie, pliée en 4. « Tiens, dit-il d'une voix rauque. Lis. Tu auras toutes les réponses. » Et c'est tout ? Il se détourna, partit dans la chambre et ferma la porte, la laissant seule avec cette lettre. Gracia s'approcha de la table. Ses mains recommencèrent à trembler. Elle prit la feuille. Le papier paraissait ancien, jauni, avec des plis usés. Elle le déplia avec précaution. C'était une lettre. Écrite à la main, d'une écriture féminine compliquée. Elle commença à lire. « Ma chère amie Véronica », commençait la lettre. « Je t'écris parce que mon âme ne peut plus porter ce fardeau seul. » Gracia lisait, et le sol se dérobait sous ses pieds. C'était une lettre prétendument écrite par sa mère, Antonia, il y a de nombreuses années. Une longue confession dramatique, pleine de larmes.
Sa mère y avouait un amour secret et passionné pour le mari de Catalina, le père de Stéphane. Elle écrivait qu'il avait été l'amour de sa vie, qu'elle avait détruit sa famille, qu'elle ne se le pardonnerait jamais. Il y avait des détails sur leur rencontre secrète, des mots qu'il lui aurait dit. Tout ressemblait à un mauvais scénario de série. Puis venaient des lignes qui firent vaciller Gracia. Parfois, j'ai l'impression que mon sang corrompu, ma race pourrie, s'est transmise à ma fille. Je la regarde et je prie pour qu'elle ne répète pas mes péchés, que sa vie soit pure et honnête, à l'inverse de la mienne. Gracia s'effondra sur le canapé. Elle n'arrivait plus à respirer. Alors voilà. Voilà d'où venaient ces mots. Race pourrie. Ils avaient trouvé cette lettre. Ou bien l'avaient-ils toujours eue? Sa mère, une femme douce, discrète, aimante. Et le père de Stéphane, dont Gracia gardait un souvenir flou, un homme silencieux, effacé. Est-ce que tout cela pouvait être vrai? Tout son monde, toute son image de sa famille, de ses parents, s'effondrait en cet instant. Le sentiment d'humiliation laissa place à quelque chose d'encore plus terrible, l'impression que toute sa vie reposait sur un mensonge. Elle resta assise, les yeux fixés bêtement sur cette feuille. Sa tête était vide, noyée dans un brouillard. Mais à travers ce brouillard, à travers la douleur et le choc, une petite voix persistante commença à se faire entendre. Quelque chose clochait. Elle relut encore et encore les phrases. L'amour de toute ma vie, sang corrompu, je me repens jusqu'à la fin de mes jours. Sa mère ne parlait pas comme ça. Et n'écrivait pas comme ça. Gracia la connaissait bien. Antonia était une femme simple, directe. Elle s'exprimait clairement, sans fioriture. Jamais elle n'aurait écrit « sang corrompu ». Ce style, trop théâtral, trop mélodramatique, c'était bien plus proche de Catalina. Cette pensée fut comme un éclair dans l'obscurité. Gracia commença à examiner la feuille de plus près. Oui, elle était jaunie, mais d'une teinte étrange, comme si on l'avait trempée exprès dans du thé, exactement comme les écoliers le font pour leur devoir d'histoire. Elle approcha le papier de ses yeux, inspectant chaque détail. Son doigt rencontra alors quelque chose. Le papier. Pour son âge supposé, il était trop épais, trop lisse. Il craquait de façon étrange entre ses doigts pas comme un vieux document fragile, mais comme une feuille récente de papier de qualité, simplement froissée. Son regard glissa vers le coin inférieur droit. Presque invisible, un minuscule relief. Un gaufrage, qu'on ne pouvait sentir qu'en caressant avec la pulpe du doigt. Gracia leva la feuille vers la lumière de la fenêtre et plissa les yeux. C'était un logo. Un petit soleil levant, finement embossé, au-dessus d'une lettre stylisée, A. Elle le reconnut aussitôt. Tout le monde en ville le connaissait. C'était l'emblème du centre de bien-être, Aurora. Le même centre où sa belle-mère, Catalina, faisait du bénévolat 2 fois par semaine auprès des personnes âgées. Le logo du centre, Aurora. Ce détail minuscule, ce relief discret sur le papier, bouleversa tout. Le brouillard et la douleur cédèrent la place à une clarté glaciale. Ce n'était pas une découverte qui soulageait. C'était la confirmation de son pire soupçon, celui qui venait juste d'éclore dans son esprit. Ce n'était pas une lettre écrite par sa mère. C'était une arme. Et elle avait été fabriquée récemment, sur le papier officiel du centre, là où Catalina se comportait comme chez elle. Gracia replia lentement la lettre en suivant ses plis parfaits. Elle ne jeta pas un regard vers la chambre, derrière la porte de laquelle son mari s'était enfermé. Elle n'avait plus rien à lui dire. La discussion était close avant même d'avoir commencé. Elle glissa la lettre dans la poche de son large survêtement prêté par son frère, se retourna et marcha vers la sortie. Elle passa devant les photos déchirées sans les regarder. Ce n'était plus son passé. Juste des décors d'une pièce de théâtre où elle ne jouait plus. Elle sortit de l'appartement, referma doucement la porte, descendit l'escalier et poussa la lourde porte de l'immeuble. La voiture de Damian était toujours là. En la voyant, il ouvrit aussitôt la portière passager. Gracia monta. « Qu'est-ce qu'il y avait » demanda-t-il sans la quitter des yeux. Au lieu de répondre, elle sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. « Lis. » Damian prit la feuille, la déplia. Son visage, habituellement impassible, changea au fur et à mesure de sa lecture. Ses sourcils se froncèrent, ses mâchoires se crispèrent. Quand il eut fini, il ne dit pas un mot. Il froissa la lettre dans son poing, si fort que ses phalanges blanchirent. « On s'en va » dit-il d'une voix sourde.
Ils ne partirent pas chez lui. Gracia donna une autre adresse. Celle de leurs parents. Tu es sûr, demanda Damian. Peut-être qu'il vaut mieux l'épargner? Je dois le faire, répondit-elle fermement. Je dois voir ses yeux. L'appartement de sa mère, Antonia, les accueillait avec l'odeur de tarte aux pommes et d'herbes séchées. Tout respirait la paix et le confort. De vieux papiers peints à fleurs bien entretenus, des photos de Gracia et Damian enfants sur le buffet, un apron crocheté sur la télé. Un monde qui paraissait inébranlable. Jusqu'à aujourd'hui. Antonia sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. C'était une petite femme frêle, aux yeux doux, un peu fatiguée. Gracia? Damian? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi vous êtes ensemble en pleine journée? Gracia, qu'est-ce que tu as? Tu es livide. Elle fixait sa fille avec inquiétude. Son visage pâle, ses vêtements étranges. Gracia fut incapable de parler. Elle s'avança simplement et lui tendit la lettre. Antonia prit la feuille, dévisagea sa fille, puis Damian, qui restait dans l'embrasure avec un visage de pierre. Elle mit ses lunettes, pendues à une chaînette, et commença à lire. Les premières lignes furent parcourues avec une curiosité tranquille. Puis ses sourcils se haussèrent de surprise. Et ensuite, la couleur quitta peu à peu son visage. Ses lèvres se mirent à trembler. Ses mains, tenant la lettre, se mirent à frissonner. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-elle en levant vers Gracia un regard d'horreur et d'incompréhension. Continue, maman. Antonia baissa de nouveau les yeux. Elle lut jusqu'au bout. La lettre glissa de ses doigts affaiblis et tomba au sol. Elle chancela, puis s'assit lourdement sur une chaise contre le mur. Elle fixait un poing sur le tapis, secouant la tête. Non, non, non. Maman, c'est vrai? Demanda Gracia d'une voix sèche, presque dure. Elle devait l'entendre. Antonia leva les yeux vers elle. De grosses larmes silencieuses roulaient sur ses joues. Elle saisit la main de sa fille, ses doigts étaient glacés. Gracia, ma chérie, je te jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, je te jure sur ta vie. C'est un mensonge. Un horrible, immonde mensonge. Jamais, jamais je n'ai écrit ça. Je n'ai même jamais pensé à une telle chose. Sa voix se brisa en sanglots. Elle s'effondra sur la table, secouée d'un pleur si amer, si inconsolable, que le cœur de Gracia se serra. Ce n'était pas du jeu. C'était une vraie douleur. La douleur d'une innocente salie à tort. À ce moment-là, les derniers doutes s'évaporèrent. Disparus. C'était un faux. Une attaque cruelle, calculée, faite pour détruire non seulement elle, Gracia, mais aussi sa mère, sa famille, son nom. Et en voyant sa mère anéantie par le chagrin, Gracia sentit sa propre douleur se cristalliser en une détermination froide, dure comme l'acier. Ils voulaient la guerre. Ils allaient la voir. Damian s'approcha, ramassa la lettre du sol, la posa sur la table. Il serra les épaules de leur mère et lui murmura quelques mots. Gracia reprit la lettre. « Il faut qu'on y aille, maman, dit-elle doucement. Calme-toi. On réglera ça. » Elle n'expliqua rien. Pas maintenant. L'essentiel, c'était qu'elle savait. Ils revinrent à l'appartement de Damian. Son frère partit directement dans son bureau, passer des coups de fil, régler des choses. Gracia le connaissait. Il était déjà en action. Elle resta seule. La nuit tomba. Damian dormait depuis longtemps. Mais Gracia, non. Elle était assise dans la cuisine, à la grande table de verre, et devant elle, sous la lumière crue de la lampe, reposait la fameuse lettre. Elle la regardait, non plus comme une victime, mais comme une enquêtrice. Elle prit la loupe de son frère posée sur la table. Et elle commença à examiner la pièce. Chaque centimètre. Le papier. Trop propre. Le jaunissement était irrégulier, taché, comme si on avait trempé la feuille dans du thé. À la lumière, on voyait les filigranes d'un fabricant de papier haut de gamme. L'encre. Trop uniforme, trop régulière. Comme si toute cette confession interminable avait été écrite d'un seul jet, avec le même stylo, sans une seule bavure. Les vieilles lettres ne ressemblent pas à ça. La pression change, l'encre pâlit puis s'épaissit. Les plis. Parfait. Net, tranchant. Comme une carte postale tout juste sortie de son enveloppe.
Une lettre censée avoir été gardée des décennies, lue et relue en larmes, aurait été usée, assouplie, peut-être même fendue. Là, ça craquait comme un document tout neuf. Tout cela n'était que des indices. Des soupçons. Mais ses yeux retombèrent sur le logo du centre, Aurora. Voilà. Le fil a tiré. Catalina avait accès à ce papier. Elle pouvait en prendre autant qu'elle voulait. Elle pouvait rester des heures dans son bureau de bénévole à tracer ses boucles maniérées. Il fallait agir. D'abord appeler Damian. Même s'il dormait dans la pièce à côté, elle devait mettre des mots sur sa théorie. Elle composa son numéro. Il répondit presque aussitôt, d'une voix encore ensommeillée, mais alerte. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Damian, c'est un faux. »« J'en suis sûr. Et je crois que c'est Catalina. Le papier vient de son centre. Le style, théâtral, c'est elle tout craché. Tout ça, c'est monté de toutes pièces. » Un silence pesa au bout du fil. Puis il dit, comme toujours, la ramenant sur terre. « Gracia, les soupçons, ça ne suffit pas. On peut toujours parler de coïncidence. Il faut des preuves. Du concret. Sinon, ce sera ta parole contre la sienne. » Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Le désespoir lui noua la gorge. « Où veux-tu que je trouve ça ? Que je force le bureau de Catalina. » »« Je ne sais pas où, moi non plus, » admit elle, la voix brisée. Elle fixait la lettre, posée sous la lampe. La signature, à la fin, ta malheureuse amie, Antonia. La signature de sa mère. Elle paraissait presque authentique. Gracia, le téléphone toujours collé à l'oreille, passa machinalement l'ongle sur la signature. Juste un geste nerveux. Et là, un bruit étrange. Un petit craquement sec. Elle retira son doigt, se pencha avec la loupe. De la dernière lettre du prénom, Antonia, s'était détaché un minuscule éclat d'encre bleu foncé. Une paillette sèche resta sur le papier. En dessous, apparaissait une autre ligne. Fine, à peine visible. Grisâtre, comme une trace de crayon. Gracia en eut le souffle coupé. Elle gratta prudemment une autre lettre. Même effet. Une autre paillette s'en alla, laissant voir un contour pâle, tremblant. On l'avait dupé. La signature avait été tracée. Quelqu'un l'avait d'abord esquissée au crayon, puis repassée soigneusement, trait pour trait, au stylo. Damian, souffla-t-elle dans le combiné, incrédule. « Je crois que j'ai trouvé. »« J'ai trouvé. »« J'ai trouvé, » répéta Gracia, et sa voix ne tremblait plus. Elle était glaciale. Au bout du fil, Damian resta silencieux quelques secondes, puis dit. « Prends une photo. En gros plan. Et ne touche plus à rien. On verra demain matin quoi faire. » Elle obéit. Elle photographia la signature retracée, zoomée au maximum. Voilà. La preuve. La preuve concrète que son frère exigeait. La rage et l'humiliation des dernières 24 heures commençaient à se transformer. En une énergie froide, méthodique. Elle n'était plus la proie. Elle devenait la chasseuse. Elle ne se coucha pas. Elle resta dans la cuisine jusqu'à l'aube, les yeux tournés vers la ville qui s'éveillait. Dans sa tête, un plan commençait à se former. Simplement prouver que la lettre était un faux ne suffisait pas. Ça aurait expliqué son expulsion, mais pas la cause profonde. D'où venait cette idée? Cette haine? Pour détruire Catalina, il fallait comprendre ses motivations. Et pour ça, il fallait entrer dans son monde. Le centre, Aurora, en était le cœur, Gracia le comprenait maintenant. Le matin, quand Damian sortit dans la cuisine, déjà en costume, Gracia l'attendait avec un plan prêt. « Je vais à Aurora », annonça TL. « Je dois la voir là-bas. Comprendre comment elle se comporte, avec qui elle parle. Il faut que je trouve autre chose. » Damian se servit un café, en but une gorgée. Il ne chercha pas à la dissuader. Il voyait ses yeux, savait que ce serait inutile. « Et comment tu comptes entrer ? On pourrait te reconnaître. Je n'irai pas en force. Je serai juste une visiteuse. Je prendrai ta voiture. Personne ne m'attend là-bas. Et même si on me voit, qu'importe ? Je suis venu rendre visite à une vieille connaissance malade. » Il hocha la tête. « Très bien. Mais sois prudente.
Elle n'est pas idiote. Si elle sent qu'on l'observe, elle disparaîtra. Le centre Aurora se trouvait à la sortie de la ville, au milieu d'une vieille pinède. Un grand bâtiment classique, avec colonnes et moulures, entouré d'un parc soigné. L'endroit respirait la tranquillité, le prestige. On y envoyait des patients en convalescence après une opération, ou des riches citadins venus soigner leurs nerfs. L'air sentait la résine et la paix. Mais Gracia savait que derrière cette façade se cachait quelque chose de pourri. Elle gara la voiture de son frère au fond du parking et entra dans le hall principal. À l'intérieur, tout était solennel, un peu triste. Au plafond, sol en marbre, lourds rideaux aux fenêtres. Des bacs de ficus alignés contre les murs, des canapés occupés par des vieillards en peignoir. Ça sentait les médicaments et la cantine. Gracia s'assit sur un canapé, faisant semblant d'attendre quelqu'un. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Elle voulait sentir l'atmosphère, comprendre le rythme du lieu. Saisir la place de Catalina dans cette petite société. Elle n'eut pas longtemps à attendre. 20 minutes plus tard, la voilà. Sa belle-mère. Elle avançait sur le marbre comme une reine dans ses terres. Tailleur strict mais élégant, coiffure impeccable, visage figé dans une expression de vertu bienveillante. Elle saluait le personnel, les patients, distribuant des sourires condescendants. Autour d'elle, un cercle de volontaires âgés la suivait, des dames qui la regardaient avec admiration. Catalina était dans son élément. Le centre de l'attention, l'autorité locale. Elle donnait des ordres aux infirmières, faisait des remarques aux aides-soignantes, consolait une vieille femme en larmes, lui caressant la main d'un geste théâtral. Gracia observait ce spectacle avec dégoût. Voilà donc la bienfaitrice. La même femme qui, quelques jours plus tôt, l'avait jetée dehors en serviette. Elle resta à distance, avançant lentement derrière la procession. Catalina et son groupe s'arrêtèrent près d'une fenêtre, au bout du couloir. Elle parlait avec animation, gesticulant, quand son regard tomba sur la vitre. Son front se plissa. « C'est quoi ça » lança-t-elle d'une voix forte, audible dans tout le couloir. « C'est quoi cette saleté » Elle montra du doigt un petit point sur le verre. Gracia plissa les yeux. Une minuscule trace d'eau. « Patricia » appela-t-elle d'un ton impérieux. Une femme âgée en tenue de ménage sortit d'une réserve proche. Son visage était fatigué, couvert de rides. Elle tenait un seau et une serpillière. « Oui, Catalina. C'est ton travail, ça » Catalina désigna la trace. « Tu trouves ça acceptable ? Les gens pêchèrent ici, ils veulent voir de la propreté, pas-t-on laisser aller. Que ça disparaisse dans les 5 minutes. Sinon, je parlerai au directeur de tes compétences. » Patricia ne répondit rien. Elle hocha simplement la tête, les lèvres serrées. Mais Gracia, pas très loin, aperçut dans ses yeux une étincelle. Une haine pure, brutale. Puis elle s'éteignit. Patricia prit son chiffon et frotta la vitre. Catalina, satisfaite de l'effet produit, repartit en tête de cortège. Gracia avait trouvé ce qu'elle cherchait. Une alliée potentielle. Elle attendit que le couloir se vide. Patricia avait fini de nettoyer et roulait son seau en soupirant. Gracia la suivit. Elle la rattrapa dans une aile plus calme du bâtiment. « Excusez-moi » dit doucement Gracia. Patricia se retourna, méfiante. « Je vois que vous avez eu une journée difficile » continua Gracia, d'une voix pleine de douceur. « Vous accepteriez un café ? Il y a une machine. »« C'est pour moi. » La femme la regarda de haut en bas, suspicieuse. Elle jaugea ses vêtements élégants, son allure soignée et Gracia avait repris ses affaires chez son frère ce matin-là. « J'ai pas le temps pour le café. Je dois bosser. »« Juste 5 minutes, » insista Gracia. « S'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de votre aide. » Le mot « aide » fit hésiter Patricia. Elle la fixa avec un peu plus d'attention. Elles s'assirent à une petite table, près de la machine à café dans un hall désert. Gracia posa devant elle un gobelet de cappuccino brûlant. « Merci » marmonna Patricia, sans toucher à la boisson. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Gracia choisit d'aller droit au but. Avec une femme comme elle, tourner autour n'aurait servi à rien. « C'est Catalina qui m'intéresse. J'ai avec elle, disons, un compte à régler. » Elle observait attentivement la réaction de Patricia. Les coins de ses lèvres frémiraient, dans ses yeux,
reparut cette lueur sombre. Encore une, marmonna-t-elle. Comme si elle n'en avait pas déjà assez détruit. C'était un coup en plein cœur. Vous la connaissez depuis longtemps, demanda Gracia. Depuis qu'elle a commencé à traîner ici. 10 ans, à peu près. Notre sainte. Mais elle répand plus de saleté que tous les malades réunis. Patricia but enfin une gorgée de café. La glace se brisait. Elle se mit à parler. À se plaindre des critiques incessantes de Catalina, de son arrogance, de la façon dont elle humiliait le personnel, surtout ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Elle raconta comment Catalina l'avait forcée à laver 3 fois un sol impeccable, simplement parce qu'elle trouvait qu'il collait. Comment elle avait retiré de la paix d'une aide-soignante le prix d'un vase cassé, qu'elle avait elle-même renversé. C'étaient des mesquineries, mais tout ensemble, elles dressaient un portrait précis. Gracia écoutait, hochait la tête. Puis elle posa la question essentielle. « Dites-moi, elle a un endroit à elle ici? Un bureau, peut-être? Une table? Où elle garde ses affaires, ses papiers ?» Patricia se tut. Elle fixa Gracia longuement, comme pour peser les risques. « Et pourquoi ça vous intéresse ?» demanda-t-elle franchement. Elle a falsifié un document très important. Elle a utilisé du papier du centre. Je suis presque certaine qu'elle l'a fait ici. Il faut que je trouve une preuve. L'original dont elle a recopié la signature, ou des brouillons. N'importe quoi. Elle voyait le combat dans la tête de la vieille femme. La peur de Catalina, toute puissante, se heurtait à une vieille rancune, à une soif de justice. Elle a fait beaucoup de mal à ma famille, ajouta doucement Gracia. Et pas seulement à la mienne, si j'ai bien compris. Patricia termina son café, froissa le gobelet et le jeta dans la poubelle. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. Puis elle se pencha vers Gracia avec un sourire tordu, mauvais. Un bureau, elle n'y a pas droit. Elle est bénévole. Mais elle s'en est quand même aménagé un. Dans l'ancien débarras, au bout de ce couloir. Avant, on y stockait du matériel hors d'usage. Elle l'a poussé dans un coin, a mis une table et une chaise. Personne n'y va. C'est là qu'elle règle ses petites affaires personnelles. Elle croit que personne ne sait. Le cœur de Gracia battit plus fort. Elle tenait une piste. Et comment entrer? La porte doit être fermée à clé. Patricia eut un sourire ironique. Elle plongea la main dans la grande poche de sa blouse. Fouilla un instant, puis ouvrit la paume devant Gracia. Sur sa peau ridée reposait une petite clé en cuivre usé. Parfois, elle me demande de nettoyer là-bas. Idiote. Elle me fait confiance. Gracia regarda la clé comme un trésor. Elle tendit la main, mais Patricia ne lâcha pas encore. Elle garde un carnet là-dedans, murmura la femme de ménage en plantant ses yeux dans les siens. Un petit carnet noir, relié cuir. Elle le ferme dans un tiroir du bureau. Elle croit que personne ne sait. La clé brillait faiblement dans la main de Patricia. Gracia passa du regard au visage de la femme. Dans ses yeux, elle vit plus que le désir de se venger de petites humiliations. Il y avait une douleur ancienne, profonde. Gracia ne posa pas de questions. Pas maintenant. Elle prit simplement la clé. Le métal glacé brûla sa peau chauffée par l'adrénaline. « Merci », souffla-t-elle. « De rien », répondit Patricia tout aussi bas. « Mais si vous trouvez quelque chose, servez-vous intelligemment. Cette vipère ne se rendra pas si facilement. » Gracia hocha la tête. Elle glissa la clé dans sa poche et sortit du centre sans se retourner. Elle sentait encore le regard de Patricia sur elle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour du couloir. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Elle rentra à l'appartement de Damian et lui parla de la clé et du carnet noir. Son frère l'écouta en silence, le visage grave. « C'est dangereux, Gracia. Très dangereux. Si elle t'attrape. » « Elle ne m'attrapera pas, coupa-t-elle. J'irai cette nuit. Patricia m'a dit que dans cette aile, la nuit, il n'y a qu'un seul garde qui fait une ronde toutes les 3 heures. J'aurai du temps. J'irai avec toi. » « Non, » dit Gracia fermement. « C'est mon affaire. Si ça tourne mal, je dois être la seule à payer. Et puis, si on nous voit à 2, ce sera suspect. Une femme seule peut s'égarer. Un homme et une femme la nuit dans un centre,
ça ressemble déjà à un cambriolage. Damian ne discuta pas. Il connaissait son entêtement. Il sortit en silence et revint 1 heure plus tard avec un petit sac lourd. À l'intérieur, une lampe torche puissante, des gants et un petit pied de biche plat. Le tiroir du bureau sera sûrement fermé, dit-il simplement. Tu as la clé du local, mais pas du tiroir. Sois discrète. La nuit s'étira interminablement. Gracia ne parvenait ni à manger, ni à s'asseoir. Elle marchait de long en large dans l'appartement immense de son frère, répétant son plan en boucle. Elle enfila des vêtements sombres, jean noir, col roulé noir, basket. Elle attacha ses cheveux en chignon serré. Elle prit le sac d'outils de Damian. Vers 2 heures du matin, elle était prête. Damian l'attendait dans l'entrée. « Appelle-moi dès que tu sors de là. Peu importe ce que tu trouves. Mais appelle. » D'accord. Il la ramena de nouveau au centre. Ils laissèrent la voiture quelques rues plus loin, dans une cour sombre. Ensuite, elle continua à pied. L'air de la nuit était froid et humide. Ça sentait le pin et les feuilles pourries. Le grand bâtiment du centre se noyait dans l'obscurité. Seules quelques fenêtres laissaient filtrer une lumière de veille terne. Elle contourna l'édifice par l'arrière, comme Patricia le lui avait expliqué. Là se trouvait une porte de service que le personnel oubliait souvent de fermer avec le verrou du bas. Gracia tira doucement la poignée. La porte céda. Elle se faufila à l'intérieur et se retrouva dans un couloir sombre qui sentait la javel. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que le bruit résonnait dans tout le bâtiment. Elle resta immobile 1 minute, à l'écoute. Rien. Juste le bourdonnement lointain d'un réfrigérateur. Elle alluma sa lampe torche, dirigeant le faisceau vers le sol. Elle avança dans le labyrinthe de couloirs, se fiant à sa mémoire. Voilà le coin où elle avait parlé avec Patricia. Puis le long couloir droit, au bout duquel se trouvait la porte tant convoitée. La porte du débarras était vieille, en bois, la peinture écaillée. Un simple cadenas la fermait. Gracia sortit la clé. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à l'introduire dans la serrure. Enfin, elle réussit. Un tour. Le petit déclic lui parut assourdissant. Elle enleva le cadenas, tira la porte vers elle. Le grincement glaça son sang. Elle entra et referma aussitôt, ne laissant qu'une infime ouverture pour ne pas se retrouver piégée. Elle ralluma la torche. La pièce était exactement comme Patricia l'avait décrite. Une petite salle sans fenêtre, remplie de vieux meubles médicaux, de pieds à perfusion et de cartons. Ça sentait la poussière et le renfermait. Et dans un coin, comme l'avait dit la femme de ménage, il y avait un petit bureau et une chaise. Un vrai cabinet secret. Gracia s'approcha. Sur le bureau, une pile de feuilles à en-tête du centre, un stylo, un dossier de feuilles imprimées. Elle les parcourut vite fait, des plannings de bénévoles, des listes de patients. Rien d'utile. Elle ouvrit le tiroir du haut. Pas de verrou. À l'intérieur, juste de la papeterie. Mais le tiroir du bas, lui, était fermé à clé. Une petite serrure interne. Elle sortit le pied de biche de son sac. Le métal était froid et lourd. Elle enfila des gants, glissa l'outil dans la fente et appuya doucement. Le bois craqua. Elle força un peu plus. Un déclic. La serrure céda. Elle tira le tiroir. Sur un fond de velours reposait le fameux carnet noir en cuir. À côté, quelques liasses de billets tenus par des élastiques. Gracia ignora l'argent. Sa cible, c'était le carnet. Elle le saisit. Il était épais, lourd. Elle ouvrit la première page. Ce n'était pas un journal. Pas de confession ni de plainte. C'était une comptabilité. D'une écriture fine et appliquée, Catalina avait noté des noms, des dates, des sommes. Gracia braqua le faisceau sur les lignes. Lopez RP 50 000 € 15.03 dette du fils. Muller AS 120 000 € 21.04 pour mariage. Rossi VN 300 000 € 02.05 problème d'affaires. À côté de chaque entrée figuraient des taux, des mentions de paiement ou de retard. Les taux étaient monstrueux, 30, 40, 50% par mois. Un frisson la parcourut. Catalina n'était pas une simple bénévole. C'était une usurière. Une araignée impitoyable tissant sa toile ici même, dans les murs du centre, là où les gens étaient le plus vulnérables.
Elle prêtait de l'argent à des patients désespérés, à leurs proches, au personnel, les enfermant dans une spirale de dettes. Dette du fils, problème d'affaires, elle savait où appuyer pour faire mal. C'était bien pire qu'une lettre falsifiée. C'était une activité criminelle. Systématique, méthodique, cynique. Gracia comprit qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Elle sortit son téléphone et commença à photographier. Page après page. Chaque ligne, chaque chiffre. Ses mains ne tremblaient plus. Elle travaillait vite, avec méthode. Le clic de l'appareil photo lui semblait aussi fort qu'un coup de feu. Elle photographia tout, d'un bout à l'autre. Environ 50 pages de preuves. Quand la dernière page fut capturée, elle remit le carnet dans le tiroir. Elle referma tant bien que mal après l'effraction. Il fallait partir. Elle allait ranger son téléphone et éteindre la lampe quand, soudain, des voix retentirent derrière la porte. Gracia se figea. Son cœur rata un battement, puis s'effondra dans sa poitrine. Elle éteignit aussitôt la torche. La pièce plongea dans le noir complet. Les voix étaient étouffées, mais l'une d'elles, elle l'aurait reconnue entre mille. Catalina. Elle était là. La nuit. La seconde voix était masculine, inconnue, pleine d'angoisse. Je ne peux plus attendre, Catalina. Ils vont me détruire. Il me faut l'argent aujourd'hui. Je t'ai dit de te calmer, répondit la voix glaciale de sa belle-mère. Tout est sous contrôle. Tu auras ton argent demain. Pas la peine de semer la panique ici. Gracia, retenant son souffle, colla son œil à la fente de la porte. Elle aperçut une partie du couloir, éclairée par une veilleuse blafarde. Catalina se tenait là, face à un homme en manteau de luxe, qui triturait nerveusement son chapeau. Elle comprit qu'il fallait sortir vite. Dès qu'il s'éloignerait, elle aurait une chance. Elle recula d'un pas minuscule et silencieux vers la sortie. C'est alors que son coude heurta un objet métallique posé sur une étagère. Une pile de vieilles bassines émaillées. Un fracas assourdissant éclata. Les bassines métalliques tombèrent dans un vacarme sur le sol en béton. Le bruit résonna comme une explosion. Les voix derrière la porte se turent aussitôt. Gracia se figea, pétrifiée. Ils allaient la trouver. C'était la fin. Elle colla son œil à la fente, les yeux écarquillés d'effroi. Elle vit Catalina se retourner brusquement vers le débarras. Son visage se durcit, méfiant. Elle dit quelque chose à l'homme, qui hocha la tête et disparut presque en courant au bout du couloir. Catalina resta. Elle fixait droit la porte du débarras. Son regard perçait comme une vrille. Lentement, pas à pas, elle s'approcha. Le cœur de Gracia ne battait plus. Il s'était arrêté. Elle voyait l'ombre de Catalina s'agrandir, son corps se rapprocher. Elle était là, juste devant. La poignée bougea. Une fois. 2 fois. Catalina essayait d'ouvrir. Mais Gracia, en entrant, avait refermé la porte de manière à coincer le peigne dans le chambranle. La porte résistait. Catalina tira de toutes ses forces. Puis encore. Silence. Gracia entendait sa respiration lourde, furieuse, juste de l'autre côté. Elle n'était qu'à 1 mètre de la catastrophe. Une éternité passa. Puis Gracia distingua le bruit des pas qui s'éloignaient. Catalina avait dû croire que quelque chose était tombé tout seul, ou qu'il s'agissait de rats. Elle partit. Gracia s'adossa au mur glacé et glissa jusqu'au sol. Jamais elle n'avait ressenti une peur pareille. Mais avec la peur vint une autre émotion, le triomphe. Elle avait survécu. Et son téléphone contenait désormais une arme de destruction massive. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise sur le sol poussiéreux. 5 minutes, 10. Ses jambes s'étaient engourdies, mais elle ne le sentait pas. L'adrénaline battait toujours dans ses veines. Finalement, rassemblant tout son courage, elle se força à se lever. Il fallait fuir avant que Catalina ne revienne avec un garde. Elle tendit l'oreille. Silence. Prudemment, elle entr'ouvrit la porte. Le couloir était vide. La faible lumière de veille lui parut salvatrice. Elle s'échappa, laissant le cadenas, et s'élança presque en courant dans les couloirs jusqu'à la sortie. Le chemin du retour jusqu'à la voiture de son frère lui sembla interminable. Chaque craquement, chaque branche écrasée sous son pied la faisait sursauter. Elle avait l'impression d'être observée derrière chaque arbre.
Mais elle avait réussi. Elle était dehors. Elle appela aussitôt Damien. Je suis sorti. J'ai tout. J'arrive. Sa voix trahissait un immense soulagement. Je t'attends. Quand elle entra dans son appartement, il était déjà 4 heures du matin. Damien n'avait pas dormi. Il l'attendait dans le salon, habillé, une tasse de café à la main. En voyant son visage pâle et déterminé, il ne posa aucune question. Il attendit. Tu avais raison, dit Gracia en s'asseyant dans le fauteuil en face. Ses mains tremblaient encore. Il y avait un carnet. Noir. Et elle était là. Catalina. J'ai failli me faire prendre. Elle sortit son téléphone. Regarde. Elle ouvrit la galerie et le lui tendit. Damien le prit et commença à faire défiler les photos. D'abord son expression resta sérieuse. Puis, en lisant les noms et les chiffres, ses sourcils se froncèrent. Il zoomait, examinait chaque détail. Putain, jura-t-il à voix basse. Quel vipère. Il continua à tourner les pages. Gracia voyait son esprit d'entrepreneur analyser les données à toute vitesse. Ce n'était plus seulement une affaire de famille. C'était un business. Sale, criminel. Je connais celui-là, dit-il en montrant du doigt l'écran. Il a un petit garage. Il nous commandait des pièces. Il se plaignait toujours de manquer de fonds. Et cette femme, je l'ai déjà vue à une réception municipale. La femme d'un petit fonctionnaire. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la compassion pour sa sœur. Il y avait du calcul froid et de la colère. Gracia, tu comprends ce que c'est? Ce n'est pas juste de l'usure. Regarde les notes. Il agrandit une page. À côté du nom d'un débiteur, une mention « Contrôle santé ». Réglé. À un autre, licence accélérée. Et à côté du nom de l'homme que Gracia avait vu avec Catalina dans le couloir, appel d'offres. Adégide Maire. 10%. Ce ne sont pas de simples prêts, continua Damien, sa voix dure. C'est un système complet. Elle ne se contente pas de prêter à des taux fous. Elle résout des problèmes. Elle utilise ses relations, corrompt des fonctionnaires. On est face à une organisation criminelle. Une vraie. Il se mit à marcher dans la pièce. Tout devenait clair, d'où venait l'argent pour tant d'opérations, d'où Stéphane avait eu les fonds pour leur projet commun. Tout venait de là. De son argent sale. Il s'arrêta et fixa Gracia. La lettre, c'était juste une diversion. Des gamineries. Mais ça, il désigna le téléphone, ça va la détruire. Pas seulement aux yeux du public, mais comme criminel devant la loi. C'est le levier qui l'écrasera. Un frisson glacé parcourut Gracia. Elle savait qu'elle avait découvert quelque chose d'effrayant, mais elle n'en avait pas mesuré l'ampleur. Damien, lui, voyait toute la mécanique. Et maintenant, demanda-t-elle. On va à la police? Damien esquissa un sourire amer. À la police? Avec ces photos? Ils verront le nom de l'adjoint au maire et ton téléphone disparaîtra comme par magie. Non, comme ça, on n'y arrivera pas. Il faut une autre stratégie. Il nous faut un témoin. Au moins une personne de cette liste prête à témoigner. Un témoin qui confirmerait que ces notes sont vraies. Alors nous aurions non seulement une série de photos, mais un vrai dossier. Ils s'assirent à la grande table. Damien brancha son ordinateur au téléphone de sa sœur et projeta toutes les photos sur l'écran. Réfléchissons. Il nous faut quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ou quelqu'un qu'elle a tellement brisé que la soif de vengeance l'emportera sur la peur. Ils commencèrent à parcourir les noms. Nom après nom. Damien en connaissait beaucoup dans leur ville, le monde des petits entrepreneurs, c'était comme un grand village. Il racontait de courtes anecdotes sur chacun. Celui-là, trop lâche. Cet autre, père de 2 enfants, il ne prendra pas le risque. Et celui-là, pas net lui-même, il se tairait jusqu'au bout. La liste était longue, mais aucun nom ne convenait. Tous ces gens étaient prisonniers. Catalina connaissait leurs secrets, leurs faiblesses. Elle les tenait en laisse. Gracia sentit l'espoir s'échapper peu à peu. Voilà plus d'1 heure qu'il tournait en rond, et dehors le jour commençait à poindre. Puis son regard accrocha une note qui différait des autres. Paolo Navarro, boulangerie, héritage de famille.
Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle en désignant l'écran. Pourquoi héritage de famille? Damian plissa les yeux point. Je ne sais pas. Un gage, peut-être? Étrange gage pour une boulangerie. Il tapa, Paolo Navarro, dans le moteur de recherche. S'affichèrent alors quelques articles locaux datant de 5 ans. La célèbre boulangerie Navarro et Hijo au bord de la faillite. Le propriétaire dénonce une prise de contrôle illégale. Attends, dit Damian en se laissant tomber contre le dossier de sa chaise. Il regardait l'écran, mais ses yeux semblaient perdus dans le passé. Paolo Navarro, la boulangerie, je me souviens. Il se tut un moment, l'air concentré. Gracia patientait. Il y a 7 ou 8 ans, reprit-il lentement, les parents de Stéphane avaient leur propre réseau de café. Modeste mais rentable. Leur plus gros concurrent, c'était justement cette boulangerie Navarro. Il faisait les meilleures tartes de la ville, les clients affluaient chez lui. Pendant ce temps, les cafés de la famille restaient à moitié vides. Il se pencha à nouveau vers l'écran point. Et puis des choses étranges se sont mises à arriver. D'abord, un contrôle sanitaire surprise. Fermeture pendant 1 mois. Ensuite, rupture soudaine du contrat de farine par le fournisseur. Puis sa machine à pétrir est partie en fumée, court-circuit. Une série d'accidents. À la fin, Navarro a fait faillite. Il a vendu son local pour une bouchée de pain. Et devine ce qui a ouvert à sa place. Un autre café de la famille, conclut Gracia. Exactement, confirma Damian. À l'époque, tout le monde en parlait, mais personne n'a rien pu prouver. Navarro s'est débattu, a écrit partout, mais sans résultat. On l'a détruit. Ensuite il a disparu. Je crois qu'il a ouvert une petite boutique en périphérie. Il retourna vers la note du carnet point. Paolo Navarro, boulangerie, héritage de famille. Elle ne lui a pas seulement prêté de l'argent, dit Damian, et sa voix vibrait de compréhension. Elle l'a d'abord anéanti. Puis, quand il était au plus bas, elle est venue se faire passer pour une sauveuse. Elle lui a donné de quoi survivre. Mais en échange, elle a pris ce qui lui restait de plus précieux, cet héritage de famille. Il leva les yeux vers Gracia point. Voilà notre témoin. Un homme à qui elle a tout arraché. S'il y a bien quelqu'un qui l'a assez pour parler, c'est lui. Trouver la nouvelle boulangerie de Paolo Navarro fut facile. C'était une minuscule échoppe coincée entre un garage et une boutique funéraire, à la limite de la ville. Un vieux bâtiment d'1 étage, avec une enseigne délavée, Panfresco. Rien à voir avec la boulangerie prospère du centre dont parlait Damian. Gracia n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais elle ne ressentait aucune fatigue. Elle était portée par une nervosité fébrile. Paolo Navarro. Leur seule chance. L'homme qui pouvait abattre l'empire de Catalina. Elle s'y rendit le lendemain, vers midi. Damian avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. La discussion allait être délicate. La présence d'un industriel puissant aurait pu effrayer un homme brisé. Elle devait lui parler d'égal à égal. Une victime à une autre. En tournant dans la rue où se trouvait la boulangerie, son cœur se serra. Une voiture familière démarrait du trottoir, juste devant l'échoppe. C'était celle de Catalina. Gracia freina brusquement, s'arrêta à l'angle pour ne pas être vue. Elle observa le véhicule de sa belle-mère s'éloigner et disparaître au tournant. Que faisait-elle ici? Une coïncidence? Après cette nuit au centre, Gracia ne croyait plus aux coïncidences. Catalina avait flairé quelque chose. Le bruit dans le débarras. Son regard soupçonneux. Elle passait déjà à l'action. Elle vérifiait ses arrières. Gracia attendit quelques minutes, certaine que Catalina ne reviendrait pas, puis se gara devant la boulangerie. Elle sortit de la voiture et poussa la porte. Une clochette tinta faiblement. À l'intérieur, ça sentait le pain et la résignation. La pièce était petite, sombre. Sur l'unique comptoir, quelques miches de pain et une dizaine de petits pains, qui semblaient avoir été cuits la veille. Derrière le comptoir se tenait un homme d'une 50aine d'années. Grand, autrefois sûrement solide, mais aujourd'hui voûté, le regard éteint, le visage gris marqué de rides de fatigue. Paolo Navarro. Il avait l'air d'un homme qui avait cessé de lutter depuis longtemps. Il leva vers elle des yeux indifférents point. Vous voulez quoi? Bonjour, Paolo. J'ai besoin de vous parler. En entendant son nom,
il se raidit. Son regard devint méfiant. Je ne vous connais pas. Vous prenez du pain? Sinon, je suis occupé. Je m'appelle Gracia. Je suis la belle-fille de Catalina. Elle prononça ce nom et vit dans ses yeux passer un éclair de terreur. Une peur animale, brute. Il recula physiquement du comptoir. Partez, siffla-t-il en jetant un coup d'œil vers la porte de l'arrière-boutique. Allez-vous-en, je vous en supplie. Je ne veux pas d'histoire. Je ne suis pas là pour vous en créer, mais pour vous aider à les régler, dit Gracia aussi doucement que possible. Je sais ce qu'elle vous a fait. Je sais pour la dette. Il pâlit encore plus. Je ne sais rien. Je n'ai aucune dette. Partez, je vous en prie. Il la suppliait presque. Et à cet instant, Gracia comprit. La visite de Catalina n'avait rien d'un hasard. Elle ne faisait pas que vérifier ses arrières. Elle intimidait. Elle était venue ici, chez cet homme, pour lui rappeler qui tenait les rênes. Elle était ici tout à l'heure, n'est-ce pas? Demanda Gracia franchement. Navarro tressaillit. Il ne répondit pas, détourna seulement les yeux. Elle sait que quelqu'un creuse sous elle, devina Gracia. Et elle est venue vous rappeler ce que vous avez à perdre. Son silence parlait plus fort que des mots. Tout était clair. Catalina n'était pas seulement une cible à surveiller. Elle était un adversaire actif, dangereux. Elle chassait, tout comme Gracia. Et elle avait toujours une longueur d'avance. L'espoir qui brûlait en elle toute la matinée commença à s'éteindre. Cet homme ne parlerait pas. Il était brisé. Terrifié. Elle le voyait dans ses mains tremblantes, dans ses yeux fuyants. Écoutez, tenta-t-elle une dernière fois. J'ai des preuves. Tout un carnet rempli de ses notes. La tâche est simple, expliquait Damian à Antonio. À 7h15 précise, quand ils seront forcément déjà au restaurant, tu conduis près du lotissement. Pas jusqu'à leur maison, juste à l'entrée. Tu lances depuis ton téléphone la localisation de la voiture de Stéphane. L'alarme va se déclencher, il recevra aussitôt une notification avec la position GPS. Ils verront que leur voiture, qu'ils croient voler, est garée à leur maison de campagne. Ils croiront que Gracia l'a prise pour les cambrioler. Antonio hocha la tête en silence. Il avait compris. Tu restes là 10 ou 15 minutes et tu pars. L'important, c'est de détourner leur attention. Qu'ils restent au restaurant, tendus comme des cordes, en attendant l'appel de la police annonçant l'arrestation d'une cambrioleuse. Pendant qu'Antonio partait exécuter la première partie du plan, Gracia se préparait pour la seconde. La plus risquée. Le mot laissé par la femme de Navarro disait « chercher dans la maison de campagne, pas dans la maison ». Mais après la visite de Stéphane, Gracia doutait. Et si ce mot n'était qu'un leurre? Si on l'avait glissé exprès pour la tromper? Catalina était une vraie paranoïaque. Elle devait cacher ses trophées les plus précieux là où personne n'oserait chercher. Juste sous son nez. Dans sa maison principale. Elle était trop orgueilleuse pour ranger ses symboles de pouvoir au loin. Elle devait les voir, en jouir chaque jour. C'était exactement là-dessus que reposait le plan. Tandis que Catalina et Stéphane se rongeraient au restaurant en pensant à leur maison de campagne, Gracia s'infiltrerait dans leur appartement. Mais comment? La porte d'entrée était imprenable. Pourtant, il y avait une autre voie. La cuisine. Catalina avait commandé un service traiteur pour l'anniversaire. Des dizaines de serveurs, cuisiniers et aides allaient entrer et sortir, préparant plats et boissons avant de les acheminer au restaurant. Dans cette agitation, on pouvait se fondre facilement. Son allié secret lui vint encore en aide. Le matin du jour J, elle reçut un nouveau message. C'était un plan dessiné à la main de l'appartement, avec toutes les annotations. Et une note, l'uniforme de traiteur sera dans un sac près du vide-ordures de ton étage à 18h30. Entrée du personnel par l'arrière-cour. Bonne chance. Voilà donc qui c'était. Gracia ignorait son identité, mais désormais son allié avait un nom. À 18h30 précise, elle récupéra le sac. Dedans, une veste blanche, un pantalon et un tablier de serveur. Elle se changea rapidement dans un débarras de l'immeuble. Dans sa poche, elle glissa une lampe de poche et un petit pied de biche donné par Damian. À 19h, elle se trouvait déjà à la porte de service. Comme prévu, c'était le chaos. Les employés du traiteur déchargeaient caisses,
plats, vaisselle. La porte battait grand ouverte. Gracia inspira profondément et se mêla à la foule. Personne ne la remarqua. Elle n'était qu'une fourmi parmi d'autres dans cette fourmilière. Elle entra dans l'appartement. Son ancien appartement. Dans la cuisine et le couloir, on se bousculait. Ça criait, ça donnait des ordres. Catalina, en robe de soirée et coiffée à la perfection, se tenait au milieu du salon comme un général sur son champ de bataille. Stéphane, en smoking, était près d'elle, pâle et nerveux. Il jetait sans cesse un œil à son téléphone. Le piège était prêt à se refermer. Gracia, la tête baissée, glissa discrètement. Sa destination, le bureau du père de Stéphane, que Catalina avait transformé en sa forteresse personnelle. Selon le plan, il se trouvait au fond du couloir. Elle arriva devant la porte. Essaya la poignée. Fermée. Comme elle s'y attendait. Elle jeta un coup d'œil autour. Le couloir se vida un instant. Elle se souvint d'un détail raconté par Patricia, la femme de ménage du centre. À l'époque, ça lui avait paru insignifiant. Patricia travaillait parfois aussi chez eux. Elle avait un jour mentionné que, dans le bureau, derrière la grande bibliothèque, le sol n'était pas régulier. Gracia s'approcha de l'imposante armoire en chêne. Lourde, mais elle parvint à la tirer de quelques centimètres. Elle alluma la lampe de son téléphone et éclaira le sol. Le parquet, ancien. Et l'une des lames était légèrement soulevée. Elle la souleva avec le bout du pied de biche. La planche céda facilement. En dessous, une cache peu profonde, et dans la cache, un petit coffre-fort métallique. Pas électronique, un ancien modèle, avec une molette à code. Son cœur s'emballa. Elle avait trouvé. Mais elle ignorait la combinaison. Elle se mit à réfléchir fiévreusement. Quel code Catalina aurait pu choisir? Quelque chose de personnel. Sa date de naissance? L'année de son mariage? La date de naissance de Stéphane? Elle essaya plusieurs combinaisons. Rien. Le temps passait. Quelqu'un pouvait entrer à tout moment. Et soudain, l'évidence. Catalina était vaniteuse. Obsédée par sa famille, son statut. Quelle date pouvait avoir le plus d'importance pour elle? Gracia se souvint de l'histoire que Catalina adorait raconter, comment elle et son mari avaient failli mourir dans un accident de voiture, mais avaient miraculeusement survécu. C'était le 12 août 1985. Le 12 août 1985. Elle entra les chiffres sur la molette. Tourna la poignée. Clic, le coffre s'ouvrit. Son souffle se coupa. Elle braqua sa lampe à l'intérieur. Sur l'étagère du haut, luisait faiblement dans le faisceau une grande relique familiale en argent, ancienne. Un trophée. Une preuve. Mais dessous se trouvait autre chose. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé trouver là. Un petit album photo épais, dans une couverture en cuir usé. Pourquoi garder un vieil album photo dans le coffre, à côté d'une relique volée? Poussée par la curiosité, elle le prit. L'album était lourd. Elle ouvrit la première page. Et le monde s'effondra. Ce n'étaient pas des photos de famille. Ni des clichés de Stéphane enfant, ni des souvenirs de mariage. C'étaient de vieilles photos en noir et blanc, délavées. On y voyait une jeune fille rieuse, aux longs cheveux. Gracia la reconnut. C'était Catalina. 40 ans plus tôt. Mais elle n'était pas seule. Sur chaque photo, un jeune homme était à ses côtés. Il la tenait dans ses bras, il riait, se regardait avec une tendresse qui serra le cœur de Gracia. Elle reconnut cet homme. Malgré sa jeunesse, son énergie, elle reconnut ses traits. C'était son père. Le bureau. Le coffre. L'album photo. Son père. Ces mots martelaient sa tête comme des coups de marteau. Elle était à genoux devant un coffre ouvert, dans un appartement qui n'était plus le sien, vêtu d'un ridicule uniforme de serveur, et son monde se brisait en morceaux. Tout ce en quoi elle croyait, tout ce qu'elle pensait savoir, était un mensonge. L'histoire d'amour avait bien existé. Mais ce n'était pas celle de sa mère. C'était celle de son père. Avec Catalina. Et soudain, tout s'éclaira. Cette haine irrationnelle, viscérale, que Catalina vouait à sa mère. À elle. Cette phrase, une lignée pourrie, lancée avec un tel venin.
Cette fausse lettre pleine de jalousie et de souffrance affectée. Catalina n'avait rien inventé. Elle décrivait ses propres sentiments. Elle n'avait fait que changer les noms. Gracia regardait les visages heureux sur les photos. Une Catalina jeune, belle, encore intacte. Et son père, si jeune qu'elle en avait le souffle coupé. Ils s'aimaient. Vraiment. Que s'était-il passé? Pourquoi n'étaient-ils pas restés ensemble? Des voix fortes et des rires résonnèrent dans le couloir. Les invités s'apprêtaient à partir pour le restaurant. Il fallait agir. Elle rangea vite mais soigneusement l'album photo dans une grande poche intérieure qu'elle avait cousue dans la doublure de sa veste. Puis elle prit la relique d'argent. Trop lourde. Impossible de la transporter à travers tout l'appartement. Son regard tomba sur la grande fenêtre du bureau. Elle donnait sur une petite cour envahie de lilas. Une vieille fenêtre en bois, fermée par un simple verrou. Elle tira la relique jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit. En bas, à 2 mètres du sol à peine, les buissons. Elle descendit la relique avec précaution, sans bruit, dans la végétation touffue. Elle la récupérerait plus tard, quand tout le monde serait parti. Elle referma la fenêtre, remit les lieux en ordre du mieux possible. Reposa la planche du parquet, remit l'armoire en place. Sortit du bureau et se fondit à nouveau dans l'agitation du personnel. En traversant le salon, elle aperçut Stéphane. Toujours aussi nerveux, rivé à son téléphone, le visage tendu. Il attendait. Le coup de fil qui confirmerait que son ex-femme était une criminelle. Gracia passa devant lui. Il ne la remarqua même pas. Elle sortit par la porte de service, fit le tour de la maison, retrouva la relique d'argent dans les buissons. Plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle la traîna jusqu'à la voiture de Damian, garée à quelques rues, et s'effondra sur le siège conducteur, haletante. Dans ses mains, la clé de la ruine financière de Catalina. Et dans sa sacoche, la clé de son âme. La seconde était la plus terrible. Elle ne partit pas chez Damian. Elle alla chez sa mère. Il était presque 9 heures du soir. Antonia était seule à la maison. Elle ouvrit la porte, et son visage se crispa d'inquiétude en voyant Gracia, pâle et épuisée. Gracia, qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Gracia ne répondit rien. Elle entra, s'assit à la grande table où la famille se réunissait pour les fêtes. Elle sortit de son sac l'album photo en cuir usé et le posa devant sa mère. Antonia regarda l'album avec incompréhension, puis sa fille. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. Elle fixa la première page. Et se figea. Son visage se vida de toutes couleurs, devint gris, cendré. Elle regardait la photo de la jeune Catalina et de son mari, et ses lèvres remuaient sans son. Elle referma l'album d'un geste brusque, comme brûlé, et l'écarta point. Où as-tu trouvé ça, murmura-t-elle. Ce n'est pas important, maman, dit doucement Gracia. Dis-moi juste la vérité. Antonia leva les yeux vers elle. Des yeux remplis d'une douleur ancienne, d'une peur si profonde que le cœur de Gracia se serra. Et des larmes. Elles coulaient sur ses joues, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de rancune, comme la dernière fois. C'étaient des larmes de culpabilité. Elle baissa la tête et se mit à pleurer. Un sanglot discret, amer, comme ceux de ceux qui ont porté un secret toute leur vie. Et voilà que ce secret éclatait au grand jour. J'aurais dû te le dire, murmura-t-elle entre ses sanglots. J'aurais dû depuis longtemps. Mais j'avais peur. Tellement peur. Et elle commença à raconter. C'était il y a plus de 40 ans. Ils étaient encore jeunes. Son futur mari, le père de Gracia, venait juste de rentrer de l'armée. Et elle, Antonia, n'était encore qu'étudiante. Elle ne le connaissait même pas encore. Mais lui, il connaissait Catalina. Ils avaient grandi dans le même quartier. Et ils avaient eu une histoire. Une passion brûlante, dévorante. Tout le monde croyait qu'ils finiraient par se marier. Elle l'aimait à la folie. Mais lui était volage, trop jeune. Pour lui, ce n'était qu'une aventure. Intense, mais sans lendemain. Puis il rencontra Antonia. Lors d'un bal, dans le parc municipal. Et tout changea. Il tomba amoureux. D'un amour vrai, profond, calme, éternel. Il est allé la voir et il lui a tout dit, honnêtement, chuchotait Antonia en fixant le vide. Il lui a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre,
qu'il l'aimait et voulait l'épouser. Il lui a dit que c'était fini entre eux. Catalina refusa d'y croire. Elle fit une scène. Elle criait, pleurait, le suppliait de rester. Et quand elle comprit que c'était inutile, son amour se transforma en haine. Une haine noire, totale, qui empoisonna toute sa vie. 2 mois plus tard, par dépit, elle épousa un garçon terne et effacé, qu'il aimait en secret depuis toujours. Et 6 mois après, le père de Gracia épousa Antonia. Elle ne nous a jamais pardonné ça, continua Antonia, d'une voix éteinte. Toute sa vie. Elle s'est mariée sans amour, a eu un fils sans amour. Et elle a consacré toute son existence à détruire la nôtre. Elle répandait des ragots sur moi, essayait de me brouiller avec ton père, de tourner nos proches contre nous. C'était son seul but. Sa vengeance. Gracia écoutait, et les 15 années de son mariage défilaient devant ses yeux. Tous ces petits pics, ces regards en coin, ces allusions venimeuses. Ce n'était pas de simples caprices de vieille femme. C'étaient des éclats d'une guerre vieille de 40 ans. Elle avait épousé le fils d'une femme qui haïssait sa mère depuis toujours. Elle était entrée sans le savoir dans la gueule du loup. Mais pourquoi elle me déteste, moi, personnellement, demanda Gracia. Pourquoi une race pourrie? Antonia se tut. Elle serra ses mains si fort que ses jointures blanchirent. Puis elle leva vers sa fille des yeux pleins de larmes et de honte. Parce qu'elle ne me haïssait pas seulement, moi, murmura-t-elle. Elle a essayé de faire en sorte que tu n'existes jamais. Gracia resta figée. Avant notre mariage. Antonia déglutit, sa voix tremblait. Elle est allée voir ton père. Et elle lui a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Que j'étais stérile. Elle avait fabriqué un faux certificat médical, convaincu une infirmière de la polyclinique. Elle lui a dit que je le trompais, que je voulais l'épouser pour cacher ma honte. Les mots de sa mère tombaient dans le silence comme des pierres. Et lui, ton père, il a presque cru. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, saturés de l'odeur de valériane qu'Antonia avait versée pour se calmer. Gracia n'arrivait pas à le croire. Son père, qu'elle voyait comme une roche, un modèle de droiture et d'amour pour sa mère, avait pu croire à un mensonge pareil. Presque, demanda Gracia, s'accrochant à ce mot. Il est venu me voir. Antonia fixait ses souvenirs, ses yeux noyés dans le passé. Il n'était plus lui-même. Fermé, sombre. Il n'a pas crié. Il a juste posé ce papier sur la table et m'a demandé si c'était vrai. Je voyais dans son regard qu'il était déjà prêt. Prêt à la croire, elle, plutôt que moi. Elle avait presque gagné. Antonia fit une pause, reprenant son souffle. Alors je lui ai simplement dit, si tu crois plus en elle qu'en moi, alors pars maintenant. Mais sache que tu ne me reverras jamais. Je me suis levé, j'ai commencé à rassembler mes affaires. Et c'est ça qui l'a réveillé. Il a soudain compris ce qu'elle faisait. Il a arraché ce faux certificat en 1000 morceaux. Il s'est jeté dans mes bras, m'a demandé pardon. Il a compris qu'il venait de tout perdre à cause de son poison. Voilà. C'était ça, la racine de cette haine. Catalina avait perdu, 40 ans plus tôt. Et elle n'avait jamais pardonné cette défaite. Elle n'avait pas pardonné à Antonia son bonheur. Elle n'avait pas pardonné à Gracia son existence même. Car Gracia était la preuve vivante de son mensonge, de son échec. Une race pourrie, ce n'était pas une question de morale. C'était une question de sang. Gracia était la fille d'Antonia, pas la sienne. Gracia avait désormais toutes les pièces du puzzle. Et le tableau qui se dessinait était terrible. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était une obsession. 40 ans d'obsession méthodique, maladive. La fausse lettre, l'usure, le chantage, tout n'avait été que des outils au service d'un seul but, détruire leur famille, se prouver à elle-même et au monde qu'elle avait raison et qu'ils avaient tort. Gracia se leva. La douleur et le choc laissèrent place à un vide froid, coupant. Il n'y avait plus de question. Seulement une chose restait, agir. Punir. Maman, tu dois te reposer, dit-elle en serrant sa mère dans ses bras. Tout ça va finir. Je te le promets. Elle partit, laissant l'album sur la table. C'était le passé de sa mère, à elle de décider quoi en faire. Gracia, elle, ne gardait qu'une chose, le savoir. Et ce savoir était son arme la plus puissante. Elle retourna à l'appartement de Damian.
Son frère était déjà là. Il vit son visage et comprit sans un mot point. Raconte. Elle raconta. Son père. Catalina. La tentative avortée de saboter leur mariage. Damian écoutait, les poings serrés. Contrairement à elle, il n'avait jamais su. Pour lui, c'était un coup brutal point. Maintenant tout s'explique, dit-il d'une voix sourde. Ce n'est pas du business. C'est de la psychiatrie. Exactement, confirma Gracia. Et ça doit se soigner en public. Aux yeux de tous. Elle lui exposa son plan. Pas seulement la livrer à la police. Ce serait trop simple. Elle serait jugée, emprisonnée, mais la légende de la femme pieuse poussée au désespoir par sa méchante belle-fille pourrait survivre. Non. Il fallait la détruire socialement. Piétiner sa réputation, son orgueil, son image si soigneusement construite. Et le faire là où elle se croyait reine lors de son propre jubilé. Tu veux faire un show, demanda Damian, dubitatif point. Je veux lui faire un procès. Un procès public, répondit Gracia. On a tout, son livre de comptes, la relique familiale volée comme pièce à conviction, l'album photo comme preuve du mobile. On va montrer à tout le monde qui elle est vraiment. Damian réfléchit. Le plan était risqué, théâtral, mais dans son audace, brillant. C'était frapper Catalina en plein cœur point. D'accord, dit-il enfin. Alors il faut se préparer. Un projecteur, un écran, du son. Il faut que tout le monde dans la salle voie et entende. Ils se mirent à discuter des détails. Comment faire entrer le matériel sans se faire remarquer, à quel moment commencer, ou installer l'écran pour que l'effet soit maximal. Ils travaillaient comme une seule machine, deux généraux préparant leur bataille décisive. En plein milieu de leur discussion, le téléphone de Gracia vibra encore. Un message de l'allié inconnu point. Je sais que tu as l'album. Elle est folle, elle le cherche partout. Fais attention. Gracia montra le message à son frère. Catalina était rentrée du banquet et avait découvert le vol. Elle avait compris qu'on l'avait devancée. À présent, elle était comme une bête blessée, 2 fois plus dangereuse. Gracia tapa une réponse, les mains légèrement tremblantes point. Qui es-tu? Elle fixa l'écran, attendant. Chaque seconde semblait une éternité. Enfin, le téléphone sonna point. Je m'appelle Antonio. Je suis le frère de Stéphane. Gracia resta figée. Son frère? Stéphane avait un petit frère, Antonio. Discret, effacé, toujours dans l'ombre de sa mère autoritaire et de son frère aîné plus brillant. Gracia ne l'avait croisé que quelques fois lors des fêtes de famille. Il restait toujours dans un coin, silencieux, presque invisible. Et ce garçon timide, écrasé, était son allié secret. Elle tapa aussitôt, « Pourquoi tu m'aides ?» La réponse arriva presque immédiatement, « J'ai passé des années à regarder le poison de ma mère détruire notre famille. Elle a brisé notre père, elle a transformé Stéphane en marionnette. J'attendais. J'attendais que quelqu'un ait la force de lui résister. Il semblerait que ce soit arrivé. J'ai quelque chose pour toi. On se voit. » Gracia montra l'échange à Damian point. Ça pourrait être un piège de plus, dit-il prudemment point. Je ne crois pas, répondit Gracia. Je me souviens de lui. Il avait peur d'elle. Mais dans ses yeux, j'avais vu de la haine. Je pense qu'il est avec nous. Ils fixèrent un rendez-vous. 1 heure plus tard, dans un square désert à l'autre bout de la ville. Antonio les attendait déjà, assis sur un banc. Il avait l'air tel qu'elle s'en souvenait, maigre, nerveux, avec ce visage marqué par une culpabilité permanente. Mais dans ses yeux brillait une détermination nouvelle point. « Merci, » dit Gracia en s'asseyant à côté de lui. « Tu m'as sauvé. »« Je me suis sauvé moi-même, » répondit-il doucement, sans la regarder. « Je ne pouvais plus supporter ça. Elle, c'est un monstre. » Il sortit une liasse de papier froissé de la poche de sa veste et les tendit à Gracia point. « Qu'est-ce que c'est ? » Quand elle a décidé d'écrire cette lettre, dit-il avec dégoût, elle s'est entraînée longtemps. Elle essayait d'imiter l'écriture de ta mère. Elle utilisait ces vieilles cartes postales qu'elle avait gardées, et elle copiait. Encore et encore. Ça ne marchait pas tout de suite. Elle s'énervait, chiffonnait les feuilles et les jetait à la poubelle. Il se tut un instant, reprenant son souffle point.
Et moi, je les récupérais. Chaque soir. Je les cachais. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je pressentais qu'un jour ça servirait. Gracia déplia les feuilles. Elle en eut le souffle coupé. C'étaient des brouillons. Des dizaines de brouillons de cette fameuse fausse lettre. Des lignes raturées, des paragraphes recopiés plusieurs fois. Et en bas de chaque page, des rangées de signatures maladroites, Antonia, Antonia, Antonia. Tentative d'imiter l'écriture de sa mère. Au début hésitante, puis de plus en plus proche de la réalité. C'était une preuve irréfutable, matérielle, impossible à contester. Le clou du cercueil de Catalina. Antonio, le fils effacé, avait passé toutes ces années à recueillir en silence les preuves contre sa propre mère, attendant son heure. Et cette heure était venue. Gracia fixait ses papiers froissés dans ses mains, et une colère glaciale se mêlait en elle à une étrange pitié pour cet homme. Antonio, recroquevillé à côté d'elle, semblait attendre un coup. Il venait de lui donner son unique arme, son bouclier secret gardé toutes ces années. Merci, Antonio, dit-elle doucement. Ça change tout. Faites juste en sorte que ça s'arrête, murmura-t-il. Qu'elle ne puisse plus jamais détruire personne. Ils se séparèrent sans un mot de plus. Désormais, Gracia avait tout. L'arsenal était complet. La glace avait cédé. Il ne restait plus qu'à lancer l'avalanche dans la bonne direction. Samedi soir. L'heure de la bataille finale. La salle de réception du restaurant le plus huppé de la ville était comble. Gracia connaissait beaucoup des invités. Le maire, des chefs d'administration, des directeurs d'usine, des hommes d'affaires, des médecins, des avocats. Tous ceux dont l'opinion comptait. Tous ceux devant qui Catalina avait joué pendant des décennies la comédie de la femme vertueuse. Ce soir, c'était la première et dernière représentation de son ultime échec. Damian avait tout préparé. Il s'était arrangé avec le manager du restaurant, un vieil ami. Il lui avait expliqué qu'il voulait faire une petite surprise vidéo pour les jubilaires. Le manager, sans rien soupçonner, avait accepté qu'on installe un petit projecteur sur une mezzanine technique au-dessus de la salle et qu'on accroche un écran blanc derrière la table d'honneur. Tout était prêt. Gracia et Damian entrèrent dans la salle alors que la fête battait son plein. Ils ne rejoignirent pas les tables. Ils restèrent dans l'ombre, près de l'entrée, derrière une grande colonne. De là, ils voyaient tout. Sur l'estrade, derrière une table recouverte de fleurs et de plats raffinés, siégeaient les héros de la soirée. Catalina et son mari. Lui, comme toujours, n'était que l'ombre silencieuse de sa femme. Catalina, elle, rayonnait. Robe scintillante, chignon haut, visage figé dans une expression de majestueuse bienveillance. Elle recevait les félicitations, distribuait des sourires gracieux. Mais Gracia, tapie dans l'ombre, voyait ce que les autres ne voyaient pas. Le regard fuyant de sa belle-mère, ses doigts qui tordaient nerveusement une serviette sous la table. Elle savait que l'album avait disparu. Elle était au bord de la panique, mais tenait son masque. À côté d'elle, Stéphane paraissait livide. Il jetait sans cesse des coups d'œil affolés vers l'entrée, comme s'il attendait quelque chose. Lui non plus n'arrivait pas à se détendre. Le piège tendu dans la maison de campagne avait échoué. Aucun appel de la police. Gracia n'était pas tombée. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, elle était là, et elle préparait son coup. Le maître de cérémonie, une célébrité venue de la capitale, passait les invités un à un pour leur toast. Les discours s'enchaînaient, grandiloquents, parlant d'amour, de fidélité, d'exemples à suivre. Catalina écoutait, et peu à peu son visage s'adoucissait. Elle commençait à croire que le danger était passé. Que Gracia avait pris peur et reculé. Gracia attendait. Dans son petit sac, l'ordinateur relié au projecteur l'attendait aussi. Elle guettait le moment parfait. Celui où toute la salle aurait les yeux fixés sur la scène. Un invité termina son discours. Applaudissements. Le présentateur allait annoncer le suivant quand, soudain, Stéphane se leva. Il tenait un verre. Sa main tremblait visiblement. La salle se tut. Tous les regards convergèrent vers lui. Le fils des jubilaires s'apprêtait à porter un toast. À cet instant, son regard croisa celui de Gracia et de Damian, restés dans l'ombre de la colonne. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans ceux de Stéphane, Gracia lut tout, la panique, le désespoir, et la certitude que la partie était finie.
Il comprit qu'elle savait pour le piège. Qu'elle était là, qu'elle n'avait pas reculé. Alors il tenta son dernier coup. Une manœuvre désespérée, pitoyable, pour sauver sa peau. Chers invités, commença-t-il d'une voix tremblante, avant de féliciter mes chers parents, je dois faire des excuses publiques. Un silence glacé tomba. Catalina se tourna brusquement vers son fils, le visage déformé par la stupeur et la colère. Que racontait-il? Je voudrais m'excuser auprès de ma femme, Gracia, poursuivit Stéphane, les yeux baissés. Il y a eu des malentendus dans notre couple. Ma mère? Il s'interrompit. Ma mère, dans son infinie volonté de me protéger, moi et notre famille, a peut-être agi un peu trop précipitamment. Gracia comprit aussitôt. Il essayait de tout transformer en simple querelle de famille. De présenter Catalina comme une mère trop aimante, un peu excessive. Et lui, le mari égaré, repentant, qui réalisait ses erreurs. Il voulait rejeter toute la faute sur sa mère et lui, s'en tirer en apparaissant comme la victime lucide et courageuse. Traître, qui trahissait même au dernier moment. Il voulait continuer, mais n'en eut pas le temps. Catalina bondit de sa chaise. Son visage était écarlate de rage. Le masque de vertu s'était brisé, laissant apparaître le vrai visage d'une furie. C'est un lâche, hurla-t-elle, sa voix aiguë et folle déchirant le silence de la salle. Tout le monde sursauta. La musique cessa. Des centaines de regards se braquèrent sur elle. Il n'a pas le courage de faire ce qui doit être fait. Elle dévisageait son fils avec un mépris glacé, comme s'il n'était rien. Puis son regard balaya la salle et s'arrêta sur Gracia. Son bras se tendit, son doigt parfaitement manucuré pointa à l'ombre où elle se tenait. Voilà. Cette femme. La famille de cette femme est une infection. Une maladie qui empoisonne tout autour. Elle avait décidé d'aller jusqu'au bout. Son fils avait faibli? Qu'importe. Elle-même prendrait le combat. Elle redoublait la mise, détruire Gracia ici et maintenant, devant tout le monde. La salle explosa. D'abord un bourdonnement, comme dans une ruche, puis des chuchotements de plus en plus forts. Les têtes se tournaient, passant de Catalina en furie sur scène à la silhouette immobile de Gracia, dans l'ombre. Le spectacle que Catalina offrait dépassait toutes les attentes. Elle avait capté l'attention, et elle n'allait pas la lâcher. Elle avait compris que la tentative timorée de son fils pour calmer le scandale avait échoué, et choisissait l'attaque. Sa voix claqua, dure comme le métal. Elle se redressa, passant du rôle de victime à celui d'accusatrice. Oui, regardez tous, criait-elle en balayant la salle d'un regard enflammé. Vous me connaissez. Vous savez que j'ai vécu honnêtement pendant 40 ans, que j'ai construit une famille, que j'ai aidé des gens. Et cette femme, issue d'un sang pourri, d'une famille de menteurs et d'adultères, est venue pour tout détruire. Elle parlait avec fougue, comme une actrice en pleine tragédie. Elle reprenait tout le contenu de la fausse lettre, sans jamais la nommer, mais en livrant l'essence. Elle racontait un amour brisé, une famille détruite, un sang corrompu transmis de génération en génération. Elle dressait un tableau où sa famille incarnait la morale, et celle de Gracia, la déchéance. Les invités l'écoutaient, bouche bée. Certains, surtout ses amis bénévoles du centre, acquiesçaient avec compassion. Ils la croyaient. Ils voulaient la croire. Son image leur était si familière, si confortable. Stéphane restait debout à côté, la tête baissée comme un chiot battu. Il voulait dire quelque chose, mais Catalina l'anéantit d'un regard, et il se tut. Son mari, le jubilaire, s'était assis sur sa chaise, la tête rentrée dans les épaules, comme s'il voulait disparaître. Gracia, elle, restait immobile près de la colonne. Son visage était parfaitement calme, presque indifférent. Elle la laissait parler, se vider, s'enfoncer devant tout le monde. Elle la laissait grimper toujours plus haut, pour que sa chute soit plus terrible encore. Quand Catalina fit une pause pour reprendre son souffle, savourant son effet, Gracia tourna la tête vers Damian et hocha à peine. Damian, à côté d'elle, appuya discrètement sur un petit boîtier. Du balcon technique, un puissant faisceau de lumière jaillit. L'éclairage de la salle baissa légèrement, comme avant une séance de cinéma. Et sur l'immense mur blanc derrière Catalina, sur cet écran que tout le monde croyait décoratif, une image apparut. Énorme, couvrant tout le mur. C'était la première page de son livre noir. Photographiée en gros plan, en haute résolution. Chaque lettre,
Chaque chiffre apparaissait si nettement qu'on aurait dit qu'ils étaient gravés sur la paroi. Un silence pesant tomba. Les gens ne comprenaient pas. Un document? Une liste de noms? Ils commencèrent à lire. Le regard de Catalina suivit celui des invités. Elle se retourna. Et elle vit. Son visage se figea. Son sourire se dissout comme de la cire fondue. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Elle fixait ses propres notes, son écriture serrée, projetée 100 fois plus grande. Quelqu'un dans la salle poussa un cri de stupeur. Fort, dans ce silence glacé. Gracia savait qui c'était. Elle avait vérifié à l'avance que Paolo Navarro, le boulanger, était invité. Pas en tant qu'hôte d'honneur, bien sûr. Sa petite entreprise fournissait quelques produits au restaurant, et par tradition les fournisseurs étaient conviés au grand banquet. Il était assis à une table du fond, réservée au personnel. Et maintenant il se leva, incrédule. Car sur le mur, en énormes lettres, s'affichait son destin, Paolo Navarro, boulangerie, relique familiale. Catalina se retourna lentement vers la salle. Son visage était blême. Elle voulut parler, crier que tout cela était faux, un montage. Mais sa voix ne sortit pas. Alors Gracia, dans l'ombre, appuya calmement sur son ordinateur. Clic et l'image changea. Sur le mur apparut, en plein écran, la relique familiale en argent. Photographiée dans sa cage sous le plancher, dans son coffre, avec la bosse caractéristique sur le côté et la gravure ouvragée sur le couvercle. Paolo Navarro émit un son étranglé, presque un gargouillis. Sa femme, assise à côté, porta ses mains à sa bouche. Il l'avait reconnue. C'était leur relique, disparue depuis des années point. C'est à nous, souffla-t-elle, mais dans le silence absolu de la salle, son murmure résonna comme un cri. Catalina chancela. Elle s'accrocha au bord de la table pour ne pas tomber. Clic et Gracia changea encore de diapo. Une nouvelle page du livre s'afficha. Une autre liste de noms. Et soudain, à l'autre bout de la salle, un hurlement de femme éclata point. Ah! C'était l'épouse de ce petit fonctionnaire dont Damian avait parlé. Installée à une des tables centrales, parée comme une reine. Elle fixait le mur, son nom, et à côté de lui, la note infamante, dette pour un manteau de fourrure. Marie non informée. Son mari, assis à côté, tourna lentement la tête vers elle. Son visage se tordit de rage et d'humiliation. La salle se mit à gronder. Des invités bondissaient de leur siège, s'approchaient du mur pour scruter les noms, cherchant le leur ou celui d'un proche. L'ambiance festive s'était volatilisée. L'air vibrait de peur, de colère, et de la certitude qu'un scandale éclatait. Catalina restait figée sur scène, muette, tandis que sa vie secrète se dévoilait devant des centaines de regards sur cet immense écran. Le chaos enfla à chaque seconde. Gracia, implacable, enchaînait les clics. Froidement, méthodiquement, elle projetait page après page une nouvelle vague d'humiliation. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une opération chirurgicale, l'ablation d'une tumeur qui rongeait la ville depuis des décennies. Clic nouvelle page. Le nom d'un avocat réputé, accompagné de la note « Affaire perdue ». Fils. L'avocat, assis à côté du maire, s'étrangla avec son vin et se mit à tousser. Clic le nom du directeur de l'hôpital, avec un chiffre et la mention « Priorité sur la liste d'attente ». Plusieurs personnes présentes, qui avaient attendu des années une opération, se tournèrent vers lui avec une haine muette. Le tissu social de la salle se déchirait à vue d'œil. Les regards ne se portaient plus seulement sur le mur. Un mari fixait sa femme. Un associé fixait son partenaire. Un voisin fixait son voisin. Les masques tombaient. Dette secrète, faveur honteuse, petite ou grande trahison, tout ce qui se cachait derrière la façade respectable était jeté au grand jour. Les amis devenaient ennemis, la confiance s'effondrait. Des relations, des réputations, des alliances construites pendant des décennies s'évaporaient en poussière. Catalina retrouva enfin sa voix point. C'est des mensonges, hurla-t-elle, sa voix vrille en l'air. Tout est faux. C'est un montage. Elle veut se venger. Elle est folle. Mais personne ne l'écoutait. Les preuves étaient trop claires. Chacun reconnaissait sa propre histoire, ses sommes, ses secrets. Les invités croyaient non pas à Catalina, mais à l'écran. Ils s'approchaient, photographiaient les pages avec leur téléphone.
Ce scandale allait marquer la ville pour des années. Gracia les laissa absorber le choc. Elle leur donna quelques minutes pour mesurer l'ampleur du désastre. Puis, quand le tumulte atteignit son sommet, elle passa à la dernière partie. La plus intime. Clique et l'image du livre disparut. Sur le mur apparut une photo. Celle du vieil album en cuir. Catalina jeune, radieuse, dans les bras du père de Gracia. La salle poussa un immense soupir collectif. Ceux qui avaient connu leur jeunesse comprirent aussitôt. 40 ans de haine, de rumeurs et de ragots venaient de recevoir une preuve éclatante. Le véritable motif apparaissait au grand jour, sans un mot. Ce n'était pas une quête de justice. C'était la vengeance d'une femme rejetée. Le mari de Catalina, assis à table, leva les yeux vers la photo. Sur son visage gris et terne se lisait une douleur immense, la conscience de 40 années d'humiliation. Gracia en eut presque pitié. Cet homme avait vécu toute sa vie avec une femme qui en aimait un autre. Et il avait toujours semblé le savoir. Catalina regarda la photo de son passé, son visage heureux auprès de l'homme qu'elle avait aimé. Et cela la brisa. Elle laissa échapper un son bas, plaintif, comme une bête blessée, puis cacha son visage entre ses mains. C'était le coup le plus cruel. Pas l'exposé de ses magouilles, mais le rappel public de sa défaite intime, celle qui la hantait depuis toujours. Mais Gracia n'en avait pas fini. Clique sur l'écran apparurent deux images côte à côte. À gauche, un gros plan d'une note du livre avec la signature de Catalina. À droite, un gros plan de la signature, Antonia, du faux courrier. Un silence de plomb s'installa. Les gens fixaient, comparaient. Les deux signatures étaient identiques. Pas semblables, identiques. Même inclinaison, même trait. Le « C » de son nom et le « A » du prénom de sa mère tracés exactement de la même manière. En imitant une signature, elle avait reproduit son propre style sans s'en rendre compte. C'était irréfutable. Elle venait de s'auto-condamner. C'est elle. Elle l'a écrit elle-même, murmura quelqu'un dans la foule. Alors vint le moment du coup final. Le tir de grâce. Gracia tourna la tête vers l'autre sortie, où Antonio attendait dans l'ombre. Il comprit. Il inspira profondément, comme un homme marchant vers l'échafaud, et s'avança vers la scène. Tous les regards se braquèrent sur lui. Le fils cadet, discret, presque invisible. Que comptait-il faire? Il s'approcha de la table où reposait le projecteur utilisé plus tôt pour les présentations officielles. Il l'alluma, sortit une liasse de feuilles froissées et jaunies que lui avait confiée Gracia, et plaça la première sur la vitre du projecteur. Sur le mur, à côté de l'écran principal, apparut une nouvelle image. Un brouillon. Des mots barrés, des taches d'encre. Et ligne après ligne, des dizaines de signatures d'essai. Antonio saisit le micro. Ses mains tremblaient, mais sa voix, étonnamment, était claire et ferme. Ma mère, dit-il dans le silence glacé, écrit cette lettre depuis 40 ans. Il posa une autre feuille. Puis une autre. Les preuves défilaient, des pages entières de sa manie obsessionnelle. Chaque brouillon projeté renforçait sa phrase courte, implacable. C'était la fin. Totale. Définitive. Les mots d'Antonio, elle écrit cette lettre depuis 40 ans, résonnèrent non pas comme une accusation, mais comme un verdict. Final. Sans appel. Et la digue céda. La salle, figée jusque-là dans la stupeur, explosa de rage. Mais cette rage, désormais, n'avait qu'une seule cible, la femme sur scène. Ce qui, une heure plus tôt, lui souriait servilement et portait des toasts en son honneur, la fixait à présent avec haine et dégoût. Voleuse, cria quelqu'un. Escroc. Rends l'argent. On ira à la police. Tous ensemble. Ces victimes, qui seules n'osaient même pas la regarder, se découvraient une force nouvelle dans la foule. Transformés en masse furieuse, ils marchaient vers la scène. Ses anciennes amies, les bénévoles du centre, reculaient d'elle comme d'une pestiférée, leurs visages déformés par l'horreur et le dégoût. Elle réalisait qu'elles n'avaient été que les figurantes de sa mise en scène sordide pendant des décennies. Le fonctionnaire du centre, celui mentionné dans son livre à côté du mot « appel d'offres », tentait déjà de se faufiler discrètement vers la sortie. Sa carrière était finie, il le savait. Catalina se tenait au milieu de l'ouragan, abasourdie, écrasée. Elle essayait de crier, de se défendre,
mais sa voix se noyait dans le grondement de la foule. Son monde, construit patiemment pendant 40 ans, s'effondrait en direct, sous les yeux de toute la ville. Sa réputation, son pouvoir, son argent, tout partait en fumée. Stéphane restait à l'écart, totalement seul. Tous s'étaient détournés de lui. Il n'était ni victime ni accusateur. Seulement un lâche, un complice pathétique qui avait voulu sauter du navire avant les autres. Personne ne le plaignait. On le méprisait. Son propre frère venait d'anéantir publiquement leur mère. Et il était clair qu'il n'avait plus sa place dans cette famille. Il était devenu un paria. Gracia observait la scène avec un calme glacé. Elle ne ressentait ni joie ni triomphe. Seulement le vide. Et un étrange soulagement pesant. Tout était fini. Elle n'ajouta rien. Ce n'était pas nécessaire. Les murs de la salle parlaient pour elle. Elle marcha tranquillement jusqu'à son ordinateur et appuya sur une touche. Les écrans s'éteignirent. Le spectacle était terminé. Dans la pénombre, au milieu des cris et des accusations, elle rassembla ses affaires. Elle ne regarda pas la scène, où la foule encerclait déjà Catalina. Elle savait qu'on ne lui ferait pas de mal physiquement. On l'anéantirait avec des mots, des regards, du mépris. Et c'était bien plus terrible que des coups. Gracia traversa lentement la salle, devenue un chaudron en ébullition. Les gens s'écartaient sur son passage. Ils la fixaient avec respect, avec compassion, certains même avec peur. Elle passa devant la table de la famille Navarro. Paolo s'était levé, ses épaules redressées pour la première fois depuis des années. Sa femme pleurait. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Gracia se pencha vers lui et dit doucement, « Votre relique de famille est en sécurité. Demain, mon frère prendra contact avec vous pour vous la rendre. » Paolo resta muet. Il se contenta de saisir sa main et de la serrer avec force, le regard empli d'une gratitude infinie. Elle jeta un dernier regard à la salle. Aux ruines de la vie de Catalina. À la silhouette pitoyable et solitaire de Stéphane. À Antonio, debout contre le mur, pâle, mais le visage enfin libéré d'un poids immense. Puis elle se tourna vers la sortie. Le dos droit, la tête haute. Elle ne fuyait pas. Elle partait. En vainqueur. Damian l'attendait dehors. L'air frais de la nuit, après la chaleur électrique de la salle, lui parut salutaire. Il ne dit rien, posa simplement sa veste sur ses épaules, comme ce matin-là qui semblait désormais appartenir à une autre vie. Il passa un bras autour d'elle. Et ils s'éloignèrent ensemble du restaurant, laissant derrière eux les cris, le scandale et les décombres d'un empire détruit. Ils marchèrent dans les rues calmes de la nuit. Gracia inspira profondément. Elle était libre. Ce n'était pas juste une victoire dans une guerre familiale. C'était bien plus. Elle n'avait pas seulement lavé le nom de sa mère et le sien. Elle n'avait pas seulement retrouvé sa dignité. Elle avait prouvé. À tous, et surtout à elle-même, que sa lignée ne se définissait pas par la haine et les mensonges des autres. Sa famille, c'était celle des gens forts et honnêtes, qui ne ploient pas, qui ne se brisent pas et qui se battent toujours pour la vérité. Aussi douloureuse soit-elle. Le lendemain, elle s'assit dans son ancien appartement. Celui d'où on l'avait chassée. Damian avait forcé Stéphane à rendre les clés et à partir le soir même. L'appartement était vide, imprégné d'un parfum étranger et de poussière. Gracia ouvrit toutes les fenêtres, laissant entrer l'air frais. Elle traversa les pièces, touchant les objets. C'était sa maison. Et elle l'avait récupérée. Elle prit son téléphone. Ouvrit ses contacts. Trouva le numéro enregistré sous « Stéphane ». Son doigt resta immobile quelques secondes au-dessus de la touche « Supprimer ». 15 ans de vie. De bons et de mauvais moments. Tout cela lié à ce nom, à ce numéro. Elle appuya sur « Supprimer ». Et ne ressentit rien. Juste de la légèreté. Le téléphone sonna. C'était sa mère. Gracia, comment tu vas? Je vais bien, maman. Je suis à la maison. Dans la voix de sa mère, on entendait des larmes, mais cette fois des larmes de bonheur. Je t'aime, ma fille. Ton père, il serait fier de toi. Je sais, maman, répondit Gracia en regardant le ciel clair et pur par la fenêtre. Moi aussi je t'aime. Elle raccrocha et resta longtemps devant la fenêtre. Devant elle s'ouvrait une nouvelle vie. Difficile, mais à elle.
Une vie honnête. Libre de la haine et des mensonges des autres. Et elle était prête. Ainsi s'acheva cette histoire douloureuse mais pleine de leçons. Une histoire sur la façon dont un mot haineux peut briser une vie. Mais aussi sur la force de l'esprit et la soif de justice capable de reconstruire sur des ruines quelque chose de plus solide encore. En lisant ce témoignage, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser plusieurs questions, et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que Gracia a eu raison d'agir ainsi? Sa vengeance n'a-t-elle pas été trop cruelle? Ou bien Catalina méritait-elle cette humiliation publique, pour que son mal soit arraché jusqu'à la racine? Après tout, Gracia aurait pu simplement aller à la police avec ses documents. Mais elle a choisi une autre voie, celle de la destruction sociale totale. Était-ce justifié? Quel personnage vous a le plus touché? Avez-vous de la peine pour Stéphane, simple marionnette faible entre les mains de sa mère? Ou pensez-vous qu'il a eu ce qu'il méritait pour sa trahison? Et bien sûr, le héros discret de ce drame, Antonio. Comment jugez-vous son geste? Nous serions ravis de connaître votre avis, car chaque histoire est l'occasion de réfléchir à sa propre vie. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Quelles leçons en avez-vous tirées pour vous-même? Si cette histoire vous a ému, si vous avez soutenu Gracia et attendu le moment où la justice triompherait, mettez un like à cette vidéo. Pour nous, c'est la plus belle récompense, la preuve que nous faisons ce travail pour une bonne raison. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, tout aussi captivantes, qui vous feront pleurer, sourire et croire en un avenir meilleur. Nous vous souhaitons le meilleur. À la fin de cette vidéo, une fenêtre apparaîtra au centre de l'écran. Cliquez dessus, vous y trouverez nos autres histoires les plus passionnantes.